Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Coucou les Martiens, coucou les Martiennes, et bienvenue dans votre petit talk du samedi 18h40 sur C8. On va revenir sur tous les moments forts de la semaine d'avant dans le flashback. On va regarder tous vos commentaires sur les réseaux sociaux avec Cuicui. Si vous avez envie de réagir, surtout n'hésitez pas sur mes bafouilles #CLM. Et cette semaine, mon invité est acteur, danseur, chanteur. En plus, il est beau gosse. Franchement, nous les mecs, on a toutes les raisons de le détester. Ça sera Agustin Galiana. Mais avant, on passe au flashback. Méline, il est arrivé, Laurent, ou pas? Ouais? Mesdames et messieurs, Laurent Baffy! Comment ça va, Lolo? Bien, et toi? T'es chaud pour ce soir? Ouais. Bon, super. On va démarrer par ce qui s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière, Thierry, il recevait deux copains. Oui. Joey Star et Ramzy. Ils sont potes, ils se connaissent depuis très longtemps. Je crois qu'ils sont ensemble. C'est vrai? Je crois. Moi, je crois que j'ai peut-être une image qui peut prouver le contraire parce qu'ils sont pas très raccords quand ils se font des checks. Regarde. Que faites-vous, Didier? Que faites-vous? Herbert Léonard, c'est la première réponse. Alors attention. Alors, Ramzy. Justement, Joey Star. Oui, évidemment. Joey Star est venu pour son émission La Route de la Soif. Et tu sais, il est parti visiter toutes les plus belles îles, visiter les distilleries de rhum. Et Thierry, il a été obligé de le rappeler que l'alcool, c'est dangereux pour la santé. Et là, tu vas voir, c'est le drame. Joey Star et Ramzy Bedia, rebonsoir. Oh, alors, je veux dire à tout le monde, avant qu'on commence, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, voilà. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Il a pas bien pris. Non, ça l'a miné. Applaudissements. Joey Star, toujours dans un élan de poésie, a toujours trouvé les mots justes pour, dire à quelqu'un de se calmer. Enfin, je pense. Ou pas. De toutes les chansons qu'on a entendues, c'était quand même la meilleure. Ah ouais. Ah, on entend moins ta grande gueule. Voilà, ça c'est le Joey qui fait toujours peur. Hein. Je pense qu'il peut bosser à l'ONU. Et il a dit qu'une seule fois, il a été cool. Ouais. Mais avec un peu de montage, tu peux le passer partout, regarde. Les Gilets jaunes sont là, ils resteront là. Et tant qu'on n'aura pas un retour positif, on restera là et on continuera. Ah, on entend moins ta grande gueule. Et il a été cool avec toi, parce que vous connaissez depuis longtemps. Oui. Mais ça aurait pu mal se passer. Il y a un moment où Thierry, il t'a puni, regarde. Gainsbourg. Voilà. Mais non, mais... On entend moins ta grande gueule. Ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. Justement, tout ce que vous avez dit de gentil, de méchant, de trop mignon ou d'un peu enculé sur l'émission, c'est Cuicui. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. Alors, on a un premier tweet, un tweet de Kevin qui dit « Le moment paparazzi de Jérémy Ferrari, il est pas un peu chelou ?» Je sais pas si tu te rappelles... Photos. Ouais, les photos, exactement. En gros, Thierry fait un moment un peu paparazzi avec les invités. Il y en a avec qui ça marche très bien, comme Ramzy. Ouais. Là, ça marche très bien. Ça marche très bien, mais je sais pas pourquoi. Jérémy Ferrari, c'était... Je sais pas où il a vu des tapis rouges, mais on aurait plus dit une fin de vidéo de Jackie et Michel. Ouais. C'est bizarre, quand même. Visiblement, il n'est pas seul dans son slip. Là. Ah, bien. Justement, on a un petit tweet aussi, alors qui n'est pas d'un téléspectateur, mais un tweet d'Antoine Decaune, parce que tu le sais, il y a une guerre entre Antoine Decaune et José Garcia depuis des années. Ils se balancent les téléphones et tout. Et il s'est passé qu'il y a eu l'enterrement de Philippe Gildas. Et qu'il a dit à l'autre de venir en blanc. Exactement. Et là, il a encore surenchéri, Antoine Decaune. Il a fait une petite vidéo pour se foutre de la gueule de José Garcia. Regardez. Jefe, ya, pues acuéstate que mañana a las 8 te llamo para que vayas a recoger las paelleras. Y me acuesto en su
allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, en las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Había subido la marea con una paella. C'est génial. Non, mais là, José, il se marre, mais on voit quand même qu'il a une dent contre deux cônes. T'as déjà fait ça, des vannes à des potes aux enterrements ou pas? Non, aux enterrements, pas trop. J'ai eu un fou rire très, très déplacé à un enterrement parce qu'on enterrait quelqu'un de jeune. C'était vraiment pas le moment pour déconner. Et je vois un caveau Renault, parce que les yeux se promènent, tu vois, pour une cérémonie. Et je tourne la tête et en face, je vois un caveau Citroën. Et là, je pousse le coude de mon pote pour lui montrer. Et là, c'était parti. Et c'était pas terrible. Et juste pour terminer, un petit tweet de Manon qui dit « Comme par hasard, il y a José Garcia en invité, Ardisson, mais viva España, bravo les clichés ». On regarde de quoi il parle. Je sais pas. On me demande s'il n'y a pas un truc comme un générique. Un générique. Un vieux générique. Allez, je me lance. Je le disais aussi. Mais ce qu'il y a de bien avec Thierry, c'est qu'il n'y a pas de racisme dans le racisme. Tout le monde en prend plein la gueule, parce qu'il a reçu aussi Kenzo, le japonais. Il paraît qu'il ne parlait pas très bien japonais non plus. Voilà. Jamais appuyé. Non, il sait s'adapter Ouais. aux invités, c'est chic. Alors, je vous donne les sampleurs avec les invités. Tout à l'heure, Thierry recevra Richard Berry, il va mettre ça. Il va recevoir aussi Laurie Tillman. Il l'adore. Et pour terminer, il recevra aussi Fabrice Eboué. Mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir très très fort monsieur Laurent Baffy. Merci, au revoir. Méline, il est arrivé, Agustin. Faites un maximum de bruit pour monsieur Agustin Galeana. Comment ça va? Très bien, Ça va bien. Installe-toi. Agustin, acteur, chanteur, danseur, beau gosse. Tu sais qu'il y a un mec sur deux qui te déteste en France? Toi, tu me détestes? Non, les autres te connaissent voilà. pas, c'est tout. Voilà. Sinon, t'aurais tout le monde qui te détesterait. Tu viens pour une réédition de ton album. Ouais. C'est l'édition Deluxe avec 6 titres tout nouveaux, comme par exemple Parapapa. Comment te plaire? Alors, Agustin, j'ai regardé un peu tes réseaux sociaux. Tu as 50 000 abonnés sur Twitter. Tu as 382 000 abonnés sur Instagram. Il y a cette photo qui m'a interpellé. C'est une très vieille photo. Tu prends de la drogue ou pas, Agustin? Non, 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 non. Non, pas du tout. C'était qu'à l'époque, c'était à Madrid. Ouais. Et c'était un réveillon. Et du coup, on avait des perruques, on avait des chapeaux partout. Et on s'est bien amusé cette soirée-là. Ah, j'ai découvert un autre truc en fouillant sur ton Instagram, que tu as été guide touristique pour les Hispaniques à Paris. Donc, tu as fait visiter quoi, le château de Versailles? Moi, j'ai fait des visites au château de Versailles, j'ai fait des visites dans les cœurs historiques de Paris, sur Montmartre, les quartiers latins. J'ai passé 3 mois à étudier l'histoire de la France et de Paris. Moi, j'adore. En fait, c'est comme raconter des histoires. C'est faire un long monologue de 3 heures. Évidemment, tu tournes dans la série Clem sur TF1. Tu te souviens de la première fois où tu as croisé Victoria Abril ou pas? Oui. Parce que moi, j'ai trouvé une photo de 2012. Ouais. C'est la première fois. Oui. Oui. Ça, c'est la première fois que tu la croises. que je l'ai vu. Un voyage que j'ai fait à Paris avant de venir pour Donc, c'était bien y avant rester. Clem.
Oui, beaucoup avant Ben Clem. oui. Moi, Clem, j'ai commencé en 2015. Mais oui, c'est pour ça, 2012. Mais ça, c'est un ami qui travaillait dans une émission et il m'appelait, il m'a dit écoute, Victoria vient ce soir et viens la rencontrer. J'ai dit bah oui, j'y vais. Et voilà, ça c'était la première fois Et que ça, je l'ai regarde, rencontrée. Ouais. quelques années après, tu C'est tournes vrai. avec elle, c'est génial. vrai, quand même. c'est énorme. C'est énorme. Trop bien. Évidemment, en fouillant sur Instagram, je suis tombé sur Danse avec les stars. Ah. C'était il y a un an. Ma belle Candice, oui. Il y a un an, tu remportes Danse avec les stars. Et ça a été énorme. Et le fait de gagner, bah, vous avez vu ma réaction, je ne m'attendais pas du tout à gagner. Et voilà, ça a été énorme. Ça a été... Et justement, ce soir, il y a la finale de Danse avec les stars. Et je serai là-bas pour mettre les prix. Tu vas dans quoi? Bah Dans oui, une heure et je demie? pars, je finis ici, je pars. Exactement, ça tombe bien, c'est le studio en face, donc tu as juste à traverser Voilà, la tu rue. vois. Entre Clément Rémien et Iris Bah, Mittenard, tu paries sur qui, toi? Écoute, moi, j'aimerais bien qu'Iris gagne, parce que je pense qu'il mérite qu'une femme gagne Oui. cette saison de Danse avec les stars. Le pouvoir des femmes, il faut qu'il soit là. Ok, c'est notre quand même Iris Mittenard. Et ben voilà, merci beaucoup. On sait jamais. On va faire un petit jeu, si tu l'acceptes. Alors, Ah, j'aime bien quand tu fais ça. c'est vrai? La prochaine fois, c'est moi qui le fais. Tu veux le faire un peu? Ouais, C'est le avec truc plaisir. de Thierry Ardisson, Ah, je vais ok. un peu voler, vas-y, Ah, musique. Oh, ça fait plaisir. Hein. On va faire un petit jeu. J'ai remarqué un truc sur ton compte Instagram. Ouais. Il y a beaucoup d'emojis. Voilà, t'en mets partout dans toutes les phrases. C'est très bien. On va faire un jeu très facile. Je vais te montrer des emojis et tu Ok. vas devoir retrouver des films. Je vous donne un exemple tout bête. Ça, par exemple, ça serait Orange. La naranja mécanica, l'orange mécanique. Orange mécanique. Exactement. Le principe du jeu, il est très simple. Ok. Si tu trouves le film, Ouais. tu nous chantes 10 secondes d'une de tes chansons. Ok. Si tu ne trouves pas le film, tu dois chanter 10 secondes d'une chanson un peu différente. Ok. Est-ce qu'on peut m'apporter... Méline, t'as une guitare ou pas avec toi? Ah, génial. Alors, petite attends, feuille. guitare. Parce que moi, on m'appelle quand même Django Reinhardt dans le métier. quand même. Il y a un guitariste dans le public ou pas? Oui, moi. C'est ordinaire. Viens avec nous, viens avec nous, viens avec nous. C'est Jean-François, c'est le guitariste d'Agustine. Alors, ok, t'es prêt? Premier film. T'es gentil. Premier film, qu'est-ce que c'est? C'est un film d'horreur, comme tu peux le constater. Surpris dans la douche. Non. Comment est-ce que ça s'appelle? Ah, Psychosis. Oui, Psychose. Psychose. Psychose, non, elle est bonne, ok, très bien. Donc maintenant, 10 secondes de la chanson de ton choix. Vous les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent et nous désarment. Vous les anges, adorables, et nous sommes, nous les hommes pauvres et diables. Très fort. Ok, très bien. Je vois que t'es fort, ok. Celui-ci il se complique un petit peu. Est-ce que ce film te parle? Merdance. Merdance? Je sais pas. Il Non, non, merde, y a il pas danse. un jeu de mots. Allez, une dernière tentative. Sinon, tu vas devoir chanter un truc relou, hein? Bah, écoute. Tu l'as pas? C'était Dirty Dancing. Ah oui. Alors, ok, maintenant, je te propose de chanter Le petit bonhomme en mousse de Patrick Sébastien. Bah, on va essayer. Allez. Le petit bonhomme en mousse qui s'élance et rade le plongeoir commence quand la chanson douce que chantait ta maman le soir. C'est Rémi Bricard, là, c'est le... Là, on a Alex Vizorek qui a toujours plein d'instruments, là, il est comme ça. Ah, moi, ok, j'aime bien. un autre film. Est-ce que celui-ci, ça te parle? J'ai entendu les petits mouchoirs dans le public, ce n'est pas ça. Là, tu l'as pas. Non, je l'ai Tu l'as pas et tu vas être très déçu quand tu vas te dire... Tous. C'est qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avec Élodie Fontan. Ah oui, en plus j'adore Mais oui. j'adore ce film. Il y a ma copine Élodie Fontan. Élodie Fontan qui joue ta femme dans Bah Clem. oui, j'ai ma femme dans Là, Clem, c'est la donc, honte. Du coup, je te propose de chanter VG Dream, ramener la coupe à la maison. Très bien. Ça n'a rien à voir. On y va.
Ramenez la coupe à la maison. Allez le bleu, allez. 20 ans après, c'est le moment. Allez le bleu, allez. Ramenez la coupe à la maison. Allez le bleu, allez. 20 ans après, on est champion. Allez, arrête. L'Espagne, on n'a pas gagné. Agustin Galiana, son album vient de ressortir avec 6 titres inédits. Vous pouvez l'applaudir encore très très fort. Agustin Galiana, Thierry Ardisson arrive dans quelques instants. Ne bougez pas. Merci Agustin. Merci beaucoup. Salut les Terriens du samedi. Avec nous ce soir, ça fait 50 ans que mon invité Ardisson est formidable. C'est le taulier, c'est le parrain, c'est Don Drucker. Il est ici pour défendre la pièce dans laquelle il joue un avocat. Ça tombe bien, Richard Berry. Il est la preuve qu'on peut perdre ses cheveux, mais pas son sens de l'humour. Fabrice Eboué. Comme toutes les Miss France, elle voulait la paix dans le monde. Et elle est devenue animatrice télé. Laurie Tillman. Et aussi la battle, les mois d'or et les infos de Viso. 7 milliards de terriens. Et c'est lui que j'ai choisi pour l'art du vieux ce soir. J'accueille Michel Drucker. Ça va? Ça va. Michel, reviens Michel. Michel, tu es là? Je suis là, je t'écoute. Ah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Michel? Vous êtes mort comment? Écoute, je présentais Bruel pour la 200e fois. Pour la 200e fois, je disais que c'était le plus grand, qu'il était formidable. Une overdose de bienveillance. Et une overdose de connivence. Comme quoi, tu vois. Ça risque pas de m'arriver. Voilà. J'aurais dit comme toi, ton album c'est une daube, je serais encore là. Eh ben voilà, putain. Enfin bon, là, t'es là, un petit peu avec nous quand même. Ouais. Alors maintenant que vous êtes mort, Michel, vous pouvez le dire, ces histoires de vélo, de diététique, c'était du pipeau en fait. Vous carburiez à la cortisone, à l'EPO, aux amphétamines, non? J'ai fait une overdose de coquillettes, de soupe aux légumes, de verveine, de tilleul, de yaourt. Johnny m'en avait tellement offert. Ouais. C'est ça. J'aurais fait comme toi un peu de coke et de l'héros, je serais encore là. Je serais encore là aujourd'hui. Hein. C'est comment là-haut alors? Eh bien, c'est pas mal. Ah ouais? Mais l'immobilier est monté, tu passes à Ah ouais, ouais. Et oui, ceux qui sont arrivés il y a 30-40 ans, c'était abordable. Ouais. Maintenant, avec les... Maintenant... Michel, tu peux savoir, c'est cher. quelle est la première personne que vous ayez croisée en arrivant au paradis? Claude François. Claude François. Oui. Et alors? Et tu sais avec qui il était? Non. David Hamilton. Ah putain. Oui, ils refont une agence de mannequins. Ah putain. Mais des mannequins âgés. Bien sûr, bah oui. La plus vieille doit avoir 13 ans. Oh putain. Alors, est-ce que Serge Gainsbourg a revu Whitney Houston? Non seulement ils sont revus, mais ils sont ensemble. Non. Ah, ça, c'est dingue. Et ils ont arrêté la coke, la cigarette et l'alcool. Ah oui, il est clean. Ça y est, il est au yaourt, lui aussi. Il va rester pour l'éternité au paradis. Et le Luron, vous l'avez revu, Michel? Oui, alors il a ouvert une boîte avec Chazot, Brielli et Trenet. Oh putain. Ça s'appelle Les Années Folles. Et Johnny? Oh ben Johnny, Aznavour l'a rejoint. Ouais. Alors, comme ils sont les derniers qui sont arrivés, ils n'étaient pas prévus si tôt. Ouais. Alors, ils sont en chambre d'hôte. Avec Brassens, avec Brel et avec Léo Ferré. Mais c'est pas mal quand même. Ouais, en attendant. Ouais, ils font des bœufs tous ensemble, non? Oui, bien sûr. Ils chantent. Les copains d'abord. Les copains d'abord, absolument. Alors, Charles Aznavour, vous lui avez dit quand même qu'il vous a un peu planté la sortie de votre bouquin, parce que comme dans tout le bouquin, vous expliquez qu'il va être là à 100 ans, c'est un peu niqué la promo quand même, non? Oui, surtout que je l'ai suivi derrière. Ouais. Non, mais il avait lu une grande partie du livre. Ah ouais? Avant de partir, donc j'étais rassuré, quoi. D'accord.
Mais j'ai rencontré plein de gens à qui je pensais depuis des années là-bas. Ouais. Et j'ai découvert des trucs incroyables. Tu sais que Montand s'est retapé Marilyn Monroe. Ah. Et Absolument. Simone est au courant ou pas? Ben, elle s'est réfugiée avec Edith Piaf, qui le prend très mal également. J'ai vu Gabin. Ah, alors? Il dînait avec Michel Morgan. Ah ouais, t'as de beaux Et yeux. alors, ben, je suis passé, t'as de beaux yeux. Tu sais. Il y a un truc que je me suis toujours demandé. Jean-Yann, il est au J'ai paradis? revu- Ah, il j'ai est au revu paradis? Jean-Yann. Ah oui, alors? Oui, il prépare un nouveau film. Bon, après, les Chinois, après Tout le monde il est beau. Il prépare un nouveau film qui devrait être produit peut-être par Endemol. Il est très au courant. Ah ouais, ouais. Oui, qui s'appelle Le bonheur est dans le blé. En revanche, il n'y a pas Internet là-bas, mais il y a les ragots de village, c'est ce que c'est. Et le dernier ragot, c'est qu'on aurait vu Mitterrand dîner, je te le donne en 1000, avec Pétain. La boulette. Et alors, est-ce que vous avez revu des membres de votre famille? J'imagine que oui. Oui, bien sûr. J'ai vu mon frère, il m'a demandé des nouvelles d'M6. Et j'ai vu mon père qui m'a dit, qu'est-ce qu'ils ont fait de toi? Oui, c'est ça, oui. Et voilà, non, c'était très émouvant, très, très émouvant. Mais voilà, ils ne m'ont pas trouvé tellement changé. Michel, reviens, Michel. Ah ben t'es là. Ah oui. Non mais... Michel, vous ne vouliez pas d'hommage national et finalement, vous avez eu le Panthéon. Ça m'a gêné beaucoup. Ah bon? Ah oui, par rapport à Simone. Le premier animateur télé au Panthéon, Oui, quand même. ça m'a gêné, tout ça. Je l'ai dit à Malraux, hein. Ouais. Et à Jean Moulin. Ah oui. Non, moi, ma femme voulait un truc tout simple. Ouais, bah oui. Avec les animaux, buffet campagnard gratuit, un suppôt et au lit. Alors, ça a quand même dû vous toucher ce cortège de cyclistes qui suivaient le cercueil. Absolument. C'était très impressionnant aussi. Oui, absolument. Et il y avait toutes ces mamies avec leur Yorkshire. Vous l'aviez prévu, ça, en fait, dans votre bouquin? Ah oui, absolument. Elles étaient coiffées. Les cheveux bleus. Verts. Ou verts, Verts. Non, mais c'est bien. Avec des bas de contention tout neufs, des gaines toutes neuves, tout ça. Ça m'a touché. Et alors, le discours du président de la République, Emmanuel Macron, lors de votre enterrement, vous l'avez trouvé comment? Un peu long, peut-être, non? Brillant, quoi. Brillant. Brillant, mais je Brillant, mérite. mais pas suivi d'effet. Non, mais je méritais pas ça, quoi. Ouais. Et alors, il y a un truc, vraiment, j'aimerais savoir, les larmes de Laurent Delahousse, est-ce que vous les avez trouvées sincères? Oui, parce qu'on m'a dit que le lendemain de ma disparition brutale, il m'avait fait un jour un destin nickel. Nickel. Delphine Ernotte, elle était émue aussi, Delphine Ernotte, hein? Je pense. Ouais. Je pense. Michel. Ah mais c'est marrant, dès qu'on parle de Delphine Ernotte, il disparaît, là. Ah, t'es là? Ah, il est revenu. Vous avez pensé quoi, Michel, du prime time le samedi soir présenté par Laurent Delahousse et Daphné Burki? C'était sympa? Pas mal. Pas mal? Pas mal. Beaucoup d'archives, hein? Il faut que je le voie en replay. Ouais. Il y a eu aussi un Touche pas à mon poste spécial Mich là. Hanouna était cool, hein? C'est Cyril. Ouais, il pleurait Hanouna. Hein. Ouais. Je pense que c'était assez sincère. En revanche, Delormeau t'as complètement dézingué. Hein. Non. Il a dit quel con ce Michel Drucker. Ah, il a dit ça? Ouais. Ça, alors que tu viens de mourir. Ça lui ressemble pas. Bah non. Et il y a Verdès qui a dit que vous étiez une escroquerie. Non, mais je lui réserve une place là-haut. Ouais. On réglera ça là-haut. À mon avis. Et tu me regardes. Si Verdès va pas en enfer, il n'y a pas de justice quand même. Hein. Alors, maintenant que vous êtes mort, Michel, vous aimeriez qu'on dise quoi de vous, en fait? Que j'ai aimé les gens. Ouais. Et que j'ai bien fait le job. Ouais. On dit ça. Alors, il y a un truc qui est dingue. C'est que les ventes de votre bouquin s'envolent depuis que vous êtes mort. Là. Vous êtes à 600 000 exemplaires. Oui, il y a BFM aussi. Ah ouais, il y a BFM. Ah ça ouais. booste, hein. Toute la journée. Ah bah oui, ça booste. Alors, ce qui est drôle, c'est que Ikea, je ne sais pas si vous êtes au courant, a commercialisé un canapé Michel Drucker. Mais déjà de mon vivant, il voulait le faire. Ah oui, c'est dingue. C'est dingue. Alors, Anne Hidalgo a décidé de rebaptiser la rue Cognac G rue Michel Drucker. Ouais. Ça, c'est bien, parce que vous avez commencé... Oui, sauf que depuis, il y a des travaux et des embouteillages. Ah bah oui, ça c'est sûr. Personne ne peut passer dans la rue. Mais même les patinettes passent pas. Alors. Est-ce que le plus dur pour vous, Michel, finalement, c'est pas l'absence de votre chienne là-haut? Ouais, mais vous aussi, vous me manquez. Ah, ça me fait plaisir. Il faut pas tarder, vous êtes déjà en noir. J'arrive.
Vous arrivez encore à faire du vélo là-haut? Oui. Ah ouais. Oui, et j'ai roulé l'autre jour avec Jacques Anquetil. Oh putain. C'était magnifique. C'était mon rêve. Il y a des pistes de vélo, il y a tout là-haut. Oui, il y a tout. C'est bien fait, dis donc. Non, c'est très très bien fait. C'est qui fait ça? C'est Dieu qui s'occupe de ça? Oui, mais il y a une équipe, bon, hein? il y a une équipe en béton. Ah ouais. Il a Jésus, Marie, Joseph. Tout. Et sexuellement, comment? Est-ce que tout le monde baise avec tout le monde au paradis? Alors, je sais pas, mais l'autre jour, j'ai vu Michel Simon qui réclamait du Viagra. Ah, oui, c'était un show. Michel. Il vivait avec sa guenon? Ouais. Il avait une guenon. Est-ce que vous avez eu des vierges en cadeau en arrivant? Non. Non? Non, mais je viens d'arriver. Ouais, il fallait vous faire exploser en même temps. Hein. Est-ce que le paradis, c'est aussi bisounours que vous le dites, ou est-ce qu'il y a quand même des clubs un peu privés, un peu coquins, où on peut aller faire la fête Il paraît qu'il y a des clubs échangistes. Ah bon? Paradis aussi? Ouais. Et tu sais qu'ils attendent? Je sais. Alors, est-ce que vous avez des regrets, des choses que vous n'auriez pas eu le temps de faire quand vous étiez sur Terre et que vous avez envie de faire, mais malheureusement vous n'y êtes plus? Ah ben oui, j'aurais voulu, mais j'aurais voulu faire un autre métier à côté, être médecin. Quoi. Ah oui. Et puis j'avais été médecin, je me serais peut-être mieux soigné. T'as tenu longtemps quand même, hein? Ouais, mais j'aurais bien voulu que ça dure encore un petit peu, quoi. Michel! Je crois que cette fois, il est reparti, là. Michel, tu reviens quand tu veux. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps, tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. Alors Michel, t'es revenu, putain! Il est là! Oh. Tu nous as fait peur! Alors, ça s'est passé comment ce voyage au paradis? Finalement, c'est bien. Ça va aller, hein? Ouais, c'était un beau repérage. Mais on s'en fait, voilà. on s'en fait toute une montagne, mais finalement, non. C'est assez sympa. Puis les enterrements, Michel, ça vous connaît, on vous appelle la mère Lachaise. Oui, c'est Le Luron qui disait ça de Jean-Claude Brialy. Ouais, la mère Lachaise. Alors, effectivement, c'est vrai que quand une célébrité meurt, on vient vous demander de témoigner pour la télévision. Le problème, c'est le jour où vous allez vraiment mourir, à qui on va demander, à votre avis? À toi. Ah bah moi, je suis d'accord. Je dirais vraiment des trucs cool. Alors, il y a aussi des gens qui vous appellent dans leurs derniers instants, un peu comme un prêtre pour l'extrême onction. Philippe Gildas, par exemple, cher Philippe, il voulait que vous lui fassiez votre spectacle dans sa chambre. Oui, je lui ai proposé. C'est mon grand regret. Je suis allé le voir dans les dernières semaines. Maryse était là. Et il me dit à voix basse, alors, t'as fait un spectacle, j'ai pas pu le voir, etc. J'ai dit, écoute, je reviens là, et puis je vais te le refaire pour toi. J'avais fait pour Delpech. Je te ferai dans ta chambre tout le spectacle pour toi, tout seul. Génial. Et puis, j'ai tardé. Philippe, si tu nous regardes, voilà. Alors, tout va bien. Hein. Vous avez assisté, il faut le dire, vous étiez déjà là au moment de l'invention de la télévision. Vous serez là pour la disparition de la télévision. Non, les Frères Lumière. Les Frères Lumière, pardon. Alors, on vous appelle Mich, le taulier, le parrain, l'inventeur du canapé rouge qui ne craint pas les poils de chien. C'est Michel, voilà. Mais en fait, le vrai surnom, c'est celui que je vous ai donné, c'est Terminator, quand même. Oui. Hein. Tu m'as appelé Terminator il y a quelques années. Il y a longtemps, mais Terminator, c'est le mec qui est toujours vivant à la fin du film, quand même. Oui, absolument. Ouais. Donc, Terminator. Et puis, on dit aussi Jackie et Michel, mais on n'a jamais su qui était Jackie, en fait. Alors, Terminator. Vous dites, mais c'est vrai, vous dites, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. J'ai été le plus jeune journaliste de l'histoire de la télévision, eh bien, je serai le plus vieux. Voilà. Donc, c'est assumé. Oui, bien sûr. Bah oui, c'est un chat challenge comme un autre. Bah oui, bien entendu. Ce qui est incroyable avec Michel Drucker, c'est que vous avez décidé d'arrêter de vieillir et vous y arrivez, en fait, parce que quand on voit la tête que vous avez... Mais c'est le début de mon livre.
C'est le début de mon livre avec l'échange avec Raymond DeVos. Ouais. En réalité, c'est un sketch qu'il a fait devant moi. Ouais, arrêtez de J'ai dit, vieillir. Raymond, je frappe à sa porte dans la vallée de Chevreuse, j'ouvre la porte des DeVos. Et là, c'est magnifique. Et je lui dis, mais Raymond, quelle pêche vous avez quand vous faites? Il me dit, mais t'es pas au courant, j'ai arrêté de vieillir. C'est Je dis, génial. quand? Oh là là, il y a 10-15 ans. Il n'y a pas que le tabac et l'alcool qui sont nocifs pour la santé. Il faut arrêter de vieillir. Ah bah oui. Alors, je ne te dis pas que de temps en temps, à l'abri des regards, je reprends pas un petit coup de vieux. Mais quoi? 6 mois, 1 an. Je veux pas qu'il m'arrive ce qui est arrivé Mais je suis assez d'accord avec Bernard. cette idée. Je pense qu'on est vieux quand on pense qu'on est vieux. Non, mais vieillir, c'est une chose. Devenir vieux, ça n'a rien à voir. Et voilà, voilà. Eh, quand même, quitte à avoir une vie de con, comme disait Johnny, quand même, hein. Comment ça se fait qu'on n'a pas la même tête? on a pourtant eu 20 ans ensemble, mais ça se voit pas. Je dis, Johnny, tu connais ma vie, je fume pas, je bois pas, je mange pas beaucoup, je fais du sport, je vois les médecins, je dors, je sors pas la nuit, je fais de la prévention, je travaille tout le temps. J'ai la même femme depuis 42 ans. Mais quelle vie de con. Génial. Alors, Michel, vous dites, aujourd'hui, avoir 80 ou 90 ans, finalement, c'est pas vieux. Non. Non, c'est rien du tout. C'est rien du tout parce que j'ai cité une dizaine d'artistes que nous avons aimés, que nous aimons toujours, qui ont dépassé largement les 90 ans. Ouais. Charles, évidemment. Jean Piat, Ouais, Jean largement. Piat. Galabru, aussi. Lynn Renaud a 90 ans. Ah ouais. Dormesson en avait 92. Hugo Frey, 90 ans dans quelques mois. Ah, il Hugo fait un Frey. rocker, lui. Et puis il a des nénettes qui sont à deux doigts de leur jeter leurs sous-vêtements au premier rang. Hein. Ouais. Il a 90 ans. Ouais. Il est au bras d'une jeunette. Hein. Mais c'est encourageant, quand même. Alors, alors, vous voulez être là à l'âge de 100 ans, mais est-ce que vous pensez qu'à quand vous aurez 100 ans, la télévision existera encore? Oui. Ah bon? Oui. Ouais. C'est bientôt. Hein, Bah, tout le monde regarde Internet. Non, non, non. Les grandes chaînes seront encore là. Ah bon? Voilà. Je serai le dernier téléspectateur. Il faut faire gaffe à un truc, c'est que Delphine Ernotte veut interdire les animateurs de télévision de plus de 100 ans. Vous êtes au courant, quand même. Faites gaffe, Michel. Ça fait réfléchir. Ouais. Mais cette idée d'aller jusqu'à 100 ans, ça se comprend maintenant. Au point où vous en êtes, autant faire encore 25 ans. Oui. Mais voir Sheila dans 25 ans, vous... Bah, elle aura des nouvelles couettes en plastique. Alors, France Télévisions, bon, pauvre Sébastien était viré, hein. Il paraît qu'à la cantine de France 2, on interdit les sardines et les serviettes. C'est vrai, ça? Alors, Et les petits bonhommes en mousse. les petits bonhommes en Et les mousse, petits ouais. bonhommes en mousse. Mais quand vous êtes à la cantine de France 2, vous faites goûter vos plats par d'autres avant de les manger ou pas? Non. Alors, on a trouvé ça dans le bureau de Delphine Ernotte. Ouais, ah ouais, il n'en reste qu'un. Il paraît que quand Delphine Ernotte a reçu votre livre « Il faut du temps pour rester jeune » publié chez Robert Laffont, elle a dit « Eh merde !» Non, mais elle est très jeune, Delphine Ernotte. Ouais. C'est une des plus jeunes PDG que C'est vrai. j'ai connues. C'est hein. vrai. Très, très jeune. Oui. Est-ce qu'elle sera encore là après vous? Why not? Ah oui. Ah ouais. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer dans notre métier. Hein. Non. Elle peut être peut-être la prochaine PDG de France Télévisions. Elle fera un deuxième mandat. Pourquoi pas? En tous les cas, vous êtes très en forme, Michel. Restez avec nous le plus longtemps possible. Là où il est génial, Michel Drucker, c'est quand je me suis approché de lui avec la carrière qu'il a derrière lui, il m'a dit « T'es pas déçu au moins ?» Voilà. Ça va? Très bien. C'est quoi ces lunettes? Alors, comme beaucoup d'artistes, je soutiens les gilets jaunes et je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui font ça. Donc, je me suis acheté des lunettes spéciales. Ouais. Quand tu mets ces lunettes spéciales gilets jaunes, tout le monde est un gilet jaune. Tu veux essayer? Ouais, bah ouais. Regarde, c'est incroyable. Macron démission! Macron démission! Ah ouais, putain. Regarde le public, regarde le public. Ah ouais. Macron démission! Macron démission! Macron démission!
marche bien, hein? Ah ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Hein. Go down. Salut les câlins du samedi, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon en compagnie de Laurent Baffy. Et tout de suite, j'accueille Yann Moix. Ça va? Alors, tout à l'heure, vous décernerez vos fameux Moix d'or. C'est quoi le thème de cette semaine? Les fake news, parce que vous savez aujourd'hui qu'entre le vrai et le faux, le virtuel, le réel, hein, ouais. Une compétition. Donc les fake news, après le débat, les Moix d'or, mais d'abord, c'est l'heure de la battle. Alors, battle de ce soir, Macron est-il foutu? Avec Julie, Thomas Miralles, Jean-Baptiste Djebari, Yann Brossard et Jean-Marc Daniel. Ah oui. Julie, bonsoir. Vous avez 34 ans, vous êtes agent en logistique dans l'Essonne et vous êtes gilet jaune depuis le début du mouvement, en fait. Hein. Oui. Alors, Thomas Miralles, bonsoir. Vous êtes courtier immobilier. C'est ça. Et vous êtes l'un des porte-parole désignés par les gilets jaunes. C'est ça. Porte-parole, c'est un peu flou. Là, il va y avoir des petites élections. Jean-Baptiste Djebari, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député La République En Marche de Haute-Vienne. Oh, putain. Merci pour votre courage. Et l'homme à abattre ce soir après. Voilà, à mon avis, bien parmi nous. Vous allez vous défendre. Bien compris. Yann Brossard. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes adjoint au maire de Paris et tête de liste du PCF, donc aux élections européennes. Bienvenue parmi nous, voilà. Jean-Marc Daniel, vous êtes économiste. Vous publiez Macron, la valse folle de Jupiter aux éditions de l'Archipel. Bienvenue parmi nous. Voilà. Bonsoir à tous, mais d'abord, c'est l'édito de Blacko, Serge. En France, nous sommes au pays de la Révolution. Si tous les 5 ans, le peuple désigne un roi, c'est uniquement pour le plaisir de lui couper la tête. C'est toujours la même histoire. 1 an après son élection, Hollande était déjà caricaturé sous les traits de Louis XVI. Quant à Carla Bruni, on l'a tellement comparée à Marie-Antoinette qu'elle expliquait sur la BBC que les Français confondent leur président avec un roi. When someone is elected, something happens in France and they still think he's the king. So what they do after he's been elected is that they try to cut his head off. 10 ans plus tard, Macron subit le même sort que Carla Bruni. Aujourd'hui, c'est son tour d'être comparé à la reine décapitée. Macron, c'est Marie-Antoinette au moment de la Révolution française. C'est quoi? C'est vous n'avez pas de pain? Eh bien, vous n'avez qu'à acheter de la brioche. Il dit quoi aux gens? Il dit, vous n'avez pas de quoi faire le plein de votre voiture? Eh bien, vous n'avez qu'en acheter une neuve. Pauvre Macron. Voilà 40 ans que la droite et la gauche se succèdent au pouvoir sans avoir réglé ni le problème du chômage, ni le problème des banlieues, ni celui de la dette. Et pourtant, c'est à lui qu'on veut couper la tête. Il a sa tête. Il n'a plus. Cela dit, notre jeune monarque ne fait rien pour apaiser la colère du peuple. Alors que les gilets jaunes réclament du concret, il leur sert un grand discours. On ne peut pas être le lundi pour l'environnement et le mardi contre l'augmentation des prix du carburant. Alors qu'ils s'inquiètent pour leur fin de mois, il leur parle de la part du nucléaire dans le mix énergétique de la France en 2050. C'est affligeant. C'est comme si la tête du pays n'était plus reliée à son corps. D'ailleurs, les gilets jaunes ne réclament pas que la baisse des taxes. Ils veulent aussi créer une assemblée citoyenne. Faut dire que l'Assemblée nationale n'est plus très représentative. Alors que 40% des Français ont voté pour Le Pen ou Mélenchon en 2017, le Rassemblement national et la France insoumise ne disposent que de 4% des députés. Forcément, quand l'opposition n'est pas représentée à l'Assemblée, elle se manifeste dans la rue. Pour sauver sa tête,
Macron doit absolument légitimer son pouvoir par une victoire aux européennes. Ça paraît mal parti, mais qui sait, s'il parvient à rallier Juppé et Cohn-Bendit, il élargira son électorat. Ces deux-là n'incarnent pas vraiment le nouveau monde, mais ça tombe bien, ce sont les retraités qui participent le plus aux élections. Je vous en prie, madame, allez-y. Merci, monsieur, vous êtes très gentil. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Alors, Julie, donc vous êtes gilet jaune, on l'a dit depuis le début du mouvement. Est-ce que vous allez continuer? Ah oui, à fond. À fond. À fond, je suis Vous lâcherez rien? Ah non, je lâcherai. Ah non, non. Sérieux, c'est super important. Là, il faut qu'on se mobilise tous ensemble. Ouais. C'est plus une voix, c'est plus deux, c'est vraiment des milliers de gens et il faut qu'on continue. Ah, profitez-en, 80% des Français soutiennent les gilets jaunes, même s'ils n'en portent pas. C'est très rare, c'est la première fois que ça arrive. Hein. Sûrement, mais là, c'est vraiment populaire, c'est vraiment très important. Ouais. C'est notre avenir qui est en jeu. Alors, Thomas Miralles, vous avez 27 ans, donc... C'est ça, tout à fait. Vous êtes Perpignanais. Perpignanais, ça s'entend un peu, ouais. Ouais, c'est bien, j'adore. Vous êtes courtier, donc immobilier. Oui. Et vous gagnez moins que le SMIC. Oui, ben, en fait, il y a tellement de charges. Puis après, je réinvestis tout dans mon entreprise aussi. Ben, c'est un choix personnel. Ouais. Et voilà, après, je suis papa d'un petit enfant de 2 ans. Donc voilà. Vous n'y arrivez pas? Bah, c'est pas qu'on n'y arrive pas. C'est en fait, il y a la multiplication de charges, notamment le poste carburant sur l'entreprise. C'est quand même, du coup, ça grossit de plus en plus. Ouais. Et on peut pas renouveler tout le parc automobile d'une entreprise. Alors, comme ça. donc, vous êtes, vous, pour la révision à la baisse, évidemment, des carburants, le rétablissement de l'ISF, vous demandez un référendum pour le rétablissement de l'ISF et pour une assemblée citoyenne, parce que, comme le disait Blacko, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale ne représente pas le peuple, en fait. En fait, ce serait plutôt une assemblée en plus, du coup, avec des personnes tirées au sort, un peu comme les jurés d'assises. Mais ça existe, c'est le Conseil économique et social, mais sauf qu'il n'a aucun pouvoir, aucune utilité. Voilà. Ça, ils y ont pensé. Ça ne sert à rien. Ouais, ben voilà, ce serait peut-être un peu plus donner le pouvoir au peuple, quoi. Alors, Jean-Baptiste Djebari, courageux garçon, hein. C'est dur en ce moment d'être député de la République En Marche. Vous avez 36 ans, donc député de la Haute-Vienne. Vous expliquez que le Conseil pour le climat annoncé par Emmanuel Macron sera une structure opérationnelle qui dit comment faire. Enfin, des structures qui s'occupent d'environnement, vous savez qu'il y en a déjà 8 en France. Qu'est-ce que celle-là aurait de plus que les autres? Non, c'est une question particulière. Je ne vais pas vous dire que c'est la solution à tous nos problèmes. On est bien d'accord. Une entité qui va servir à dire comment réaliser ce que propose le GIEC, la trajectoire du climat, qui va émettre des avis sur la trajectoire, l'acceptabilité sociale, environnementale, économique de ce qu'on propose. Ouais. Et moi, ce que je retiens du discours du président, c'est quand même plutôt l'annonce sur le gel du prix des carburants dès lors qu'il y a une envolée du prix du pétrole, ou effectivement, ce qui peut paraître parfois un peu fumeux comme concept, mais la transition écologique qui derrière... Mais personne n'est contre la transition écologique. En fait, c'est vrai que la TIPP, on connaissait, ça existait avant, il la remet sans vraiment dire son nom, mais bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au fond de notre politique, on parle de trucs importants. On parle du logement, on parle de la facture d'électricité, de chauffage, et c'est là-dessus qu'on agit. Bon, en ce moment, c'est un peu inaudible, mais la politique qu'on fait, c'est vraiment ça. On va vous écouter. J'espère bien. Voilà. Alors, Yann Brossard, donc vous avez 38 ans, adjoint maire de Paris, on l'a dit, tête de liste PCF aux européennes. Est-ce que vous pensez que le Parti communiste français peut retrouver une nouvelle jeunesse avec les Gilets jaunes? Je ne pose pas la question comme ça. Je pense d'ailleurs que le rôle des partis politiques, c'est pas de récupérer quoi que ce soit. C'est simplement d'écouter ce qui se dit et de proposer des solutions alternatives. Et c'est vrai que moi, je partage la colère de tas de gens qui travaillent et qui n'arrivent plus à vivre de leur travail. Moi, quand il y a eu le début du mouvement des Gilets jaunes, j'ai voulu aller à leur rencontre. Je suis allé à Saint-Amand-les-Eaux sur le parking d'un supermarché avec le député de la circonscription, Fabien Roussel. Ouais. J'ai entendu une femme qui travaille, qui est mère de famille monoparentale, me dire « Je n'arrive plus à joindre les deux bouts, je gagne le SMIC, je ne m'en sors plus ». Et je pense que cette colère-là, notre rôle à nous, c'est au moins d'être capable de l'entendre. D'accord, très bien. Alors, Jean-Marc Daniel, vous avez 64 ans, 1M64. Vous êtes économiste, libéral, disons, hein, libéral classique. Oui, tout à fait, hein. oui. Alors, pour vous, il faut supprimer les 35 heures. Hein. Ah oui, absolument. Oui, je pense que si on veut sortir de cette situation où effectivement des gens ont du mal à boucler leur fin de mois, il faut produire davantage. Et pour produire davantage, il faut travailler davantage. Et la croissance économique, si vous voulez, c'est la combinaison de deux choses, du progrès technique, et ça se décrète pas, c'est pas l'État qui détermine le progrès technique, c'est des innovations, et puis c'est la mobilisation de ces innovations au travers du travail. Et je crois que la population attend davantage de souplesse dans la définition de règles sur le travail, parce que je pense qu'elle n'est pas hostile à cette idée de travailler plus pour gagner plus. C'était ce que Sarkozy proposait. Oui, sauf que Sarkozy, lui, c'était de dire travailler plus pour gagner plus au niveau microéconomique, au niveau de chaque individu. Moi, c'est un raisonnement global. La société va travailler plus globalement pour produire plus. Antisociable,
de sang-froid. Alors, on y va. Macron est-il foutu? D'abord, moi j'ai l'impression qu'il y a un syndrome Giscard d'Estaing. C'est-à-dire que Giscard d'Estaing, moi j'ai connu le septennat de Giscard d'Estaing. Les gens l'aimaient pas, on pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il allait jouer de l'accordéon chez les gens, tout le monde se foutait de sa gueule, il avait un côté snob. Ouais. On sentait qu'il n'était pas dans le coup. Il invitait les éboueurs au petit déjeuner. Voilà. Est-ce que vous pensez que Macron est victime du syndrome Giscard? Oui, il y a un problème. Quand à chaque fois qu'il croise soit un salarié, soit un chômeur, et qu'il le prend de haut, évidemment que c'est un problème. Parce que ce qu'on attend quand même d'un président de la République, non seulement c'est de régler les difficultés du pays, mais c'est au moins de respecter ceux qui l'ont élu. Parce que le président de la République, il n'est pas tombé comme ça à l'Élysée. Il a été élu par des gens. Il pourrait au moins les respecter, surtout quand ils sont en difficulté. Oui, mardi, vous attendiez quand même beaucoup plus de compassion de la part du président de la République. Là, il vous a pas calculé en vérité. Ah, il a même pas dit le mot gilet jaune. Même pas. C'était... Fallait pas le prononcer. C'était que le peuple. Non, non. Et puis il nous a baladé pendant 3 quarts d'heure avec l'écologie. Je suis pas anti-écolo. Je fais attention à mes poubelles. Je fais vraiment attention à tout. Non, mais c'est bête, mais ça part du départ et c'est là, même à l'eau, tout ça. Je fais attention. Mais ça a tourné que principalement autour de ça et pas le vrai problème, pas le fond du problème. Nous, son peuple. C'est vrai quand même, non? Moi, je vais vous dire, j'ai reçu des gilets jaunes vendredi soir dernier dans ma circonscription. Et en fait, ils m'ont dit 3 choses. Ils m'ont dit, 1, il y a une perception d'arrogance du pouvoir politique. Et on a parlé 45 minutes de ça. Donc, dont acte. Ils m'ont dit, deuxièmement, il n'y a pas un territoire qui fonctionne pareil, et donc il y a des solutions qui nous conviennent à nous et pas à d'autres. Et troisièmement, on veut de la démocratie locale beaucoup plus. Et ça, c'est quand même l'objet de ce qui a été notamment annoncé par le président sur cette grande concertation de 3 mois. Ouais. Et moi, j'ai plein d'idées. Il y a plein de trucs que j'avais fait remonter. Et c'est vrai que parfois, l'État, il est un peu vertical et il dit... Moi, j'avais par exemple un projet de covoiturage rural. Franchement, il est tout aussi bien maintenant qu'il y a 6 mois. Bah, aujourd'hui, il est un peu plus audible. Et bah, tant mieux. Mais quand il dit on va en parler, on va prendre 3 mois, etc. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est du pognon pour faire les cadeaux de Noël. Ça, c'est facile à comprendre. Ouais, mais moi, je veux bien... Et partir aux Canaries. Moi aussi, oui. Moi, je... Les gilets jaunes aux Canaries. Sincèrement, on a discuté... Par rapport à la couleur. Honnêtement, le problème, il est là. J'ai pas de problème conceptuel. On peut parler d'augmenter le SMIC de 300 €. Il faut juste dire la fin de l'histoire. Donc on augmente, admettons qu'on dise banco, on augmente de 300 €. Après, on va commencer à parler aux entreprises qui vont dire bah, les mecs, nous on est face au marché, donc baissez nos charges. On va dire banco, on baisse vos charges. Et moi, je veux qu'on raconte la fin de l'histoire. C'est combien, du coup, quand on baisse les charges et qu'on augmente de 300 € en termes de baisse d'emploi public, en termes de moyens de politique publique sur les écoles, la santé, la défense. Il faut qu'on se dise toute la vérité. Et ceux qui nous disent... C'est bien quand on baisse vos salaires à vous. Mais moi, il n'y a pas de problème. Vous savez, on peut baisser mon salaire. Moi, j'ai dit, vous savez, le mandat de député, on gagne 5 500 € par mois. C'est beaucoup. Mais c'est pas Mbappé, on n'est pas à 2 millions, c'est pas comme un animateur télé. Non, mais je veux dire, c'est beaucoup. Mais quand on dit, peut-être que c'est trop, peut-être qu'il faut baisser, mais quand on propose de baisser d'1 tiers le nombre de parlementaires, qui rejette, et donc quelque part aussi d'introduire une dose proportionnelle pour que ce soit plus représentatif de la population française, qui rejette les oppositions? France Insoumise, Front National, ils rejettent tous. Parce qu'on peut vous poser une question, Jean-Baptiste Barry. Ils sont bien à l'aise dans ce Il y a quand même un truc que j'ai du mal à comprendre. Vous avez décidé, en début de mandature, de supprimer l'impôt sur la fortune. C'est un coût de 3,5 milliards d'euros par an. Je vais vous répondre là-dessus. C'est un cadeau de 33 € par jour. C'est un cadeau. Pour 350 000 personnes qui ont un patrimoine qui représente 1 000 milliards d'euros, c'est-à-dire la moitié du PIB français. C'était une décision que vous avez prise. Vous n'étiez pas obligé de le faire. C'était une décision. C'était un choix. Et c'est un choix. Bien sûr. Et c'est un choix budgétaire. C'est un choix budgétaire que nous payons chaque année. Et donc ça, vous avez décidé de le faire tout de suite. Ça a pris quoi? 3 semaines de prendre cette décision. Mais alors par contre, quand il s'agit de s'interroger sur le pouvoir d'achat des Français modestes, de ceux qui travaillent, de ceux qui sont au SMIC, là, il faut une grande concertation qui va durer 3 mois et dont on ne sait pas trop ce qui va en sortir. Ben, on a quand même l'impression que c'est un peu de poids de mesure, vous voyez. Le chiffre a une explication. 3,5 milliards de baisse sur l'ISF et par exemple, cette année, 6 milliards de baisse d'impôts pour les ménages. Ça se traduit dans la taxe d'habitation. Je ne dis pas que c'est le Pérou, ça ne résout pas tous, mais ça, c'est la réalité des choses. L'ISF, c'est 33 € de cadeaux par jour. L'ISF. Par jour. Comment faisaient les mecs qui étaient assujettis à l'ISF? En général, ils filaient un avocat fiscaliste qui défiscalise et ça enrichit qui? Les fonds fiscaux, en gros, les acteurs de la finance. C'est pas un truc qui marchait très bien et qui était très vertueux. Moi, je vous le dis franchement. Ça nous a quand même coûté 3,5 milliards, donc c'est quand même du fric qui rentrait dans les caisses. Techniquement, fiscalement, il fallait la supprimer. Politiquement, symboliquement, on prend la paume aujourd'hui. Moi, je vous le dis très concrètement. Bah alors rétablissez-le. Eh bien, non mais si on le rétablit... Bah attendez, vous dites que c'est foiré, pourquoi est-ce que vous le gardez? Je vous dis symboliquement... On continue. Alors, il y a un autre problème, en fait, c'est que il a tué les partis politiques.
très content de lui, il n'y a plus de gauche, plus de droite, il n'y avait plus que le macronisme. Il a tué les syndicats, avec la SNCF, avec le Code du travail. Et aujourd'hui, il se retrouve avec des députés qui ne sont pas expérimentés. Que les députés de La République En Marche, c'est des gens qui ne faisaient pas de politique, voilà, qui ont été élus. Et aujourd'hui, on a besoin de gens qui connaissent la politique, on a besoin de gens qui savent ce que c'est. Ouais, mais enfin, moi, je veux bien qu'on dise ça, mais moi, par exemple, je suis né en région parisienne, à Melun, famille modeste sur le plan financier, donc moi, ce que disent les Gilets jaunes, moi, je le comprends. C'est pas théorique pour moi. Et on est plein comme ça. Et je pense que la génération un peu spontanée politique qui est née, on verra ce qu'elle devient. Mais elle a permis quand même de renouveler l'Assemblée nationale, de la baisser en âge, d'être plus paritaire. Elle a bossé dans le privé, elle est éclairée d'expériences autres, elle a bossé à l'étranger. Par ailleurs, il y a des exploitants agricoles. Enfin, elle est beaucoup plus diverse qu'avant. Moi, je viens d'un territoire socialiste, 110 ans de socialisme. Et évidemment, quand on arrive là-dedans, ça choque, il faut recomposer un peu la relation avec les élus locaux. Mais je vois bien qu'au bout de 18 mois, les choses se sédimentent un peu et qu'on arrive à faire des choses. Et je pense qu'on fera le bilan dans 3 ans et demi, mais qu'on aura un bilan qui sera sûrement différent, mais à mon avis pas nul et intéressant pour le territoire et pour le pays. Vous êtes au pouvoir depuis 1 an et demi, donc j'entends bien, vous passez votre temps à expliquer les gouvernements précédents ont pris de mauvaises décisions. Mais c'est pas faux. C'est pas faux. Je dis en plus, c'est pas faux. Et d'ailleurs, vous avez été élu sur une promesse de changement. Mais quand on regarde les décisions que vous avez prises depuis 1 an et demi et que vous n'étiez pas obligé de prendre, entre le gel des APL, le gel des retraites, le gel des allocations familiales, l'augmentation du prix des carburants, qui n'est pas que liée à l'augmentation du prix du baril, parce que vous avez fait le choix, en plus de l'augmentation du prix du baril, vous avez fait le choix d'augmenter les taxes. Toutes ces décisions-là, vous les avez prises en responsabilité. Mais vous n'étiez pas obligé de prendre ces décisions-là. Moi, sincèrement, quand je regarde toutes les décisions que vous prenez, j'ai l'impression que vous vous levez tous les matins en vous demandant comment vous allez pourrir la vie des Français modestes. C'est quand même un peu l'impression qu'on a. Mais du coup, je veux faire la liste adverse. Je veux dire, on a fait la baisse des cotisations, on a fait la baisse de la taxe d'habitation. Enfin, on va faire comment quoi? Vous expliquez que les gens sont en colère alors? On a fait le chèque énergie, etc. Non, mais j'explique qu'effectivement... Pourquoi les gens en ont marre? Pourquoi 80% mais des gens peut-être parce que la politique, elle se fait jaunes comme ça depuis 20 ans. C'est-à-dire que vous avez des politiques qui arrivent dans des débats caricaturaux, qui font des listes contre des listes et qui disent « t'es plus pourri que moi ». Je vous parle des Français, là. Non, mais moi, comment se fait-il que 80% des Français soutiennent c'est de savoir, dans ces listes, dans ces revendications, ce qui est franchement un peu incohérent sur le plan politique, ce qui est praticable, ce qui est pertinent sur certains territoires et pas sur d'autres. C'est ça qui m'intéresse, moi, en tant que politique, c'est de faire. Jean-Marc, il a renoncé à son programme. Oui, il avait au départ même, il théorisait le fait qu'il y avait un projet, une vraie vision de la France, et avec des formules assez fortes en disant le travail va changer, on va passer d'une société où il y aura moins de relations employeur-employé, de plus en plus de relations client-fournisseur, on va passer dans une société davantage des talents. Le nouveau monde. Le nouveau monde, c'est la société des talents et non pas la société des rentes. Et puis, à mon avis, il y a eu deux moments clés dans ce qui s'est passé. L'affaire du général de Villiers, c'est-à-dire, il fait annoncer par son Premier ministre qu'on ne touchera pas au crédit militaire. Et dans la foulée, le ministère des Finances lui propose 850 millions d'euros d'annulation de crédit sur le budget militaire et il le signe. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction entre une vision qui était une vision assez enthousiasmante pour certains et une réalité où on a l'impression qu'effectivement, c'est des technocrates. C'est là qu'il s'est engueulé avec Villiers. Voilà, avec Villiers. Et au lieu moi, j'aurais été à sa place, c'est la direction du budget que j'aurais sanctionné en disant, écoutez, je viens de dire qu'on ne touchait pas au crédit militaire. Et la deuxième chose qui me frappe quand même, c'est que pour rebondir pour défendre la République En Marche, c'est qu'il y a eu des élections législatives partielles pour remplacer Manuel Valls qui a quitté. Or, la candidate de la France Insoumise, soutenue par le Parti communiste, était quasiment dans la certitude qu'elle allait gagner parce qu'elle était passée à 2 doigts de son élection contre Manuel Valls. Elle avait d'ailleurs fait un recours au Conseil constitutionnel en disant je vais pouvoir. Or, pas du tout. C'est le candidat de la République En Marche. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une désaffection des Français pour Macron, pour la politique qui est menée, mais il n'y a pas d'adhésion à une substitution qui n'apparaît pas. Yann? Moi, j'ai une proposition à faire parce que c'est pas normal qu'on ait 80 à 100 milliards d'euros d'évasion fiscale, 1000 milliards d'euros à l'échelle de l'Europe, alors que dans le même temps, on fait casquer les familles modestes. Et on a des multinationales, qui se débrouillent pour ne pas payer l'impôt. Et l'impôt qu'elles ne payent pas, c'est les familles modestes qui les payent à leur place. Une proposition simple, pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place un prélèvement à la source sur les multinationales? Pourquoi est-ce qu'il est possible de mettre en place le prélèvement à source pour les familles et pas pour les multinationales? Il faut construire une forme d'impôt qui serait un impôt foncier. C'est-à-dire, si vous êtes présent sur le territoire, vous payez. Jean-Baptiste, excuse-moi, mais c'est ça qu'on attendait. Tous les gens qui croyaient en Macron croyaient qu'il allait s'attaquer à tous ces trucs-là, toutes ces taxes, tous ces machins. C'est la taille et la gabelle, on est en 1789. Moi, je croyais qu'il avait compris. Bah non, c'est Louis XVI. Non, mais en 10 ans, on a supprimé 600 taxes, on en a créé 1300, on en a modifié 8000. Donc en fait, à force de ne pas faire les vraies réformes, on fait ça.
on fait une espèce de Et monopoly là, il va être obligé fiscal. de les faire, là. Il faut que quelqu'un les fasse. Mais quand maintenant. on dit ça, et quand on dit qu'on va faire la réforme des retraites, parce que équité sociale et pour assainir le système sur le temps long, quand on dit qu'on va faire des lois bioéthiques, quand on a fait la SNCF, quand on dit qu'on va faire la fonction publique, ce que tout le monde, là, peut se convaincre que c'est utile, et qu'on rentre après un petit peu dans la mécanique fine de savoir combien ça va supprimer l'emploi public, plus personne n'est d'accord. Enfin, c'est ça quand même un peu la France. Alors, les retraites, ça va être encore toute une histoire, parce que si la réforme des retraites, c'est dire aux gens de travailler plus, ça va pas... Non, mais par exemple, les retraites. Moi, ma génération, il n'y en a pas un, je pense que probablement la vôtre aussi, il n'y en a pas un qui pense qu'il aura une retraite. Donc c'est quoi le sujet? On continue à vivre comme ça avec des gens qui vont tellement se désintéresser de la solidarité que vont concevoir, ils vont commencer à faire un peu de capitalisation eux-mêmes. Enfin, le paradoxe, c'est que le Français d'aujourd'hui, il pense capitalisation. Parce qu'il dit, je crois tellement pas en l'État, je crois même pas en la pérennité du système des retraites que je vais capitaliser moi-même, ou je vais faire du black, ou je vais faire autre chose. On peut pas capitaliser. Comment vous voulez qu'on mette de côté? Non, mais justement, on va faire l'inverse, mais... On peut pas, ça c'est clair et net, on peut pas mettre de côté, on doit tout payer pour vous d'abord, et après C'est peut-être pas ce que pour je nous. disais. Je disais justement qu'il ne faut pas capitaliser, qu'il faut rester dans ce système Et vous faites solidaire. comment? Les gens, ils en ont marre aussi de travailler jusqu'à 60 et quelques années. Ils s'en peuvent plus, ils sont au bout du bout, quoi. Il y a un moment donné, stop, faut trouver des solutions, vous êtes payé pour, et le but c'est de faire payer plus, travailler plus. Mais c'est pas le but. Hein. Moi, ma mère, elle a 65 ans, elle travaille encore, elle gagne 700 balles par mois, donc c'est pas théorique pour moi. Votre mère, elle travaille, elle gagne 500 balles par mois. Et vous n'êtes pas gilet jaune. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que vous vivez, ce que vit ma mère, je le vis intimement, donc je le comprends. Sauf que mon rôle à moi, c'est pas de m'indigner, c'est d'essayer de faire des choses. Et c'est un peu différent. Alors, maintenant, pour finir, est-ce que vous seriez favorable, Yann Brossard, à une dissolution de l'Assemblée nationale? Non, mais en fait, moi, je pense que Macron a le choix. Soit il renonce à un certain nombre de mesures, notamment la hausse de la taxe sur les carburants et redonne du pouvoir d'achat aux familles modestes, soit la crise politique va s'aggraver et il sera peut-être acculé à faire ça. Je pense que s'il faisait une dissolution, ce serait pour lui une stratégie assez payante, parce que tous les présidents qui ont eu une période de cohabitation ont été réélus après. Thomas? J'ai l'impression que l'exécutif attend que le pays soit à sang et à feu avant de nous recevoir. Non, ils pensent que tout ça va s'étioler. Mais pas du tout. Mais moi, quand j'entends les Gilets jaunes, ils n'ont pas l'air décidés à... Ils misent beaucoup sur les périodes de Noël pour que les gens se détendent. Sauf que si les gens n'ont pas d'argent pour faire des cadeaux à leurs enfants, ça va monter plus les énerver. On dit ça va s'atténuer avec les fêtes, tout ça. Enfin, pour mon cas, je suis sur le péage de la frontière espagnole. Et ben on a installé un sapin de Noël. Et puis on met tous les tickets de Vinci sur le sapin, à la place des boules. Yann, pour finir. Je dirais simplement que je voudrais pas donner l'impression qu'il faille donner un blanc-seing aux Gilets jaunes. Moi, il y a beaucoup de choses que j'aime chez les Gilets jaunes. Ils ont une légitimité dans cette colère. Et il y a beaucoup de choses que je n'aime pas chez les Gilets jaunes. Notamment cette manie de se réclamer perpétuellement du peuple, comme s'il y avait une pureté chimique du peuple. Pour moi, l'élite fait partie du peuple. Les musulmans font partie du peuple. Les migrants font partie d'une certaine manière du peuple. Les juifs font partie du peuple. Et tous ceux qui ne vous aiment pas font partie du peuple, par définition. C'est la première chose. Et la deuxième chose, quand je vois que certains Gilets jaunes dénoncent la présence d'exilés ou de migrants dans des camions ou viennent manifester devant des entreprises qui embauchent selon eux trop d'étrangers, je me dis que le peuple chimiquement pur, parfois, me donne aussi la nausée. Ce sera le mot de la fin. Julie, merci. Thomas Miralles, merci beaucoup. Jean-Baptiste Djebari, merci, bravo. Jean-Marc Daniel, merci. Merci à tous. Merci d'avoir été avec nous. Et maintenant, c'est l'heure des récompenses qui peuvent faire mal. Les Moix d'or. Et voilà les Moix d'or. On commence avec Anne Hidalgo, Yann. Alors, cette semaine, c'est les fake news, Thierry. Et Anne Hidalgo a une idée géniale. Le 24 novembre, samedi dernier, elle a proposé à tous les Parisiens et tous les touristes, pour se réchauffer le cœur, d'aller faire un tour sur les Champs-Élysées, dans un tweet. C'est très intelligent, hein, le jour où il y a des feux de joie, des pavés qui volent et des casseurs à tout va, c'est très intelligent. Je pense que si Anne Hidalgo avait été maire de Paris en 1789, elle aurait fait une grande journée porte ouverte, place de la Bastille, le 14 juillet. Si elle avait été maire d'Hiroshima, par exemple, elle aurait organisé une fête des voisins géante le 6 août 1945. On a même retrouvé un vieux tweet d'elle, mais alors c'est peut-être une fake news, hein, où elle voulait organiser une journée dédicace avec Cabu et Wolinski le 7 janvier 2015. Alors, moi je trouve quand même que ces défilés sur les Champs-Élysées, là, ces manifestations, c'est un peu du gâchis, parce qu'il y a les voies sur berge pour ça, Thierry. Malheureusement, personne ne veut y manifester, personne ne veut y défiler, personne ne veut s'y promener. Et c'est vraiment dommage, parce que dans une période de révolution, sous les pavés, Paris-Plage. Ah,
Alain Delon. Alors, Alain Delon, que j'adore, d'ailleurs je le salue, c'est vraiment quelqu'un, il n'y a pas d'ironie dans mes propos, j'adore Alain Delon. C'est un très grand, c'est un seigneur, c'est un géant. Alain Delon a dit qu'il ne voulait pas d'hommage façon Johnny Hallyday ou Aznavour, pas d'hommage national. C'est normal, d'ailleurs, quand on est Delon, on préfère un hommage international ou un hommage mondial. Alain Delon ne meurt pas. Voire universel. Ouais. Mais alors, moi je pense surtout qu'il devrait avoir un hommage aux Invalides, parce que le premier flic de France, c'est Alain Delon. Ouais. Regardons les titres de ses films. Un flic. Ouais. Parole de flic. Ouais. Pour la peau d'un flic. Ouais. Flic Story. Ouais. Il était une fois un flic. Alors, quand il sera mort, j'irai sur sa tombe, je déposerai très gentiment et avec beaucoup de respect une tulipe noire sur sa tombe. Joli. Et je mettrai un épitaphe qui sera là encore un hommage à l'un de ses films. Ne réveillez pas un flic qui dort. Ah. M. Pokora. Cher M. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est drôle comme prénom d'ailleurs, M. Ça va, ouais. M? Alors, il a fait une affiche de spectacle, je voudrais vraiment que vous la regardiez de près, Thierry, c'est absolument fascinant, qui est un mélange de couverture de manuels de scientologie, de pochettes d'albums d'Iron Maiden, de jaquettes de cyberporno et d'affiches de soirée bowling karaoké au centre commercial de Vélizy 2. Ça, c'est pour le design. Alors, pour le visage, c'est un croisement un petit peu foireux entre Freddie Mercury, un tripier de Feu les abattoirs de la Villette et le professeur Choron. Le tout dans une veste un peu Michael Jackson ventripotent. Peut-être qu'un gilet jaune lui aurait mieux été. Et puis au second plan, on voit une pyramide, vous voyez. Et c'est peut-être un hommage finalement à Claude François, parce que Claude François est né en Égypte. Et on sait que M. Pokora a fait un album hommage à Claude François. La grande différence, c'est que Claude François s'est fait électrocuter, alors qu'M. Pokora, faudrait peut-être le débrancher. Oh là là! Alors là, on passe à la France insoumise. Ah oui. Avec Sophia Chikirou. Alors, très grave. Elle a dit, alors là, je vais être obligé de la citer, Thierry. Hein. Évitons de donner le prétexte aux journalistes de se victimiser. Ne les lynchez pas. Ne leur parlez pas. Ne les lisez pas et ne les regardez pas. Et elle ajoute, mon cher Laurent, pour s'informer désormais, les réseaux sociaux sont plus sûrs. Elle a raison. Elle a raison. Les réseaux sociaux sont beaucoup plus sûrs et beaucoup plus fiables. Si l'on veut savoir pourquoi l'homme n'a jamais marché sur la Lune, si on veut savoir pourquoi le 11 septembre 2001 est un coup monté par les services secrets israéliens, et d'ailleurs, je vous ai aussi raconté un truc que vous ne saviez peut-être pas, c'est que la fermeture des voies sur berge, d'une part, et l'album Clo-Clo de M. Pokora, c'est des coups du Mossad également. Pourquoi aussi la Shoah n'est qu'une affaire de gros sous? Ça, vous pouvez aussi le dire tranquillement sur les réseaux sociaux. Est-ce que Elvis Presley va mieux? Alors justement, pourquoi Hitler n'est pas mort? Hitler est en ce moment dans un palace 5 étoiles à Punta del Este avec Claude François, Ben Laden et Elvis. Bref, en tout cas, moi, je préfère, franchement, mon cher Thierry, lire la presse, parce qu'en lisant la presse, j'en apprends tous les jours sur la vie, alors qu'en lisant les réseaux sociaux, j'en apprends tous les jours sur ma mort. Oh là là! Donald Trump! Alors, il est bon, hein? Donald Trump. Toi, t'étais contre sa venue, il est bon, on reconnaît. Alors, Donald Trump est toujours climato-sceptique. Ouais. Et il est toujours adepte de la fake news. Ouais. Donald Trump sans fake news, c'est comme Donald Duck sans son béret, c'est inconcevable. Alors, pourtant, il y a eu un rapport validé par 300 scientifiques et la propre administration de Donald Trump qui dit que la planète est véritablement en danger, que c'est pas une fiction. Mais non. Trump a répondu « j'y crois pas ». Alors, Trump, c'est quelqu'un qui pense vraiment que Adam et Ève a existé, mais le fait que la planète soit en danger, il n'y croit pas. Alors, si on imagine Trump au cours de l'histoire, qu'est-ce que ça donne? Monsieur le Président, la Terre est ronde. J'y crois pas. Monsieur le Président, ça vient de tomber. C'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. À d'autres, vous êtes virés. Monsieur le Président, votre bureau est ovale. Mais de quel bureau parlez-vous? Monsieur le Président, Kennedy est mort assassiné. Je n'y crois pas. Il est à Punta del Este avec Clo-Clo, Hitler, Elvis Presley et Ben Laden. François Hollande. Alors François Hollande, c'est absolument fascinant. Il a fait une émission que je ne regarde jamais, mais qui existe, qui s'appelle C'est à vous. Ouais. Il a dit, c'est un privilège de m'avoir, je fais peu d'émissions. Tu parles. Il fait tellement de télé en ce moment qu'il y a plus d'émissions avec François Hollande qu'il n'y a d'émissions de CO2. Il faudrait même une COP 21 spéciale pour l'interdire de polluer les plateaux. Surtout que Hollande, très franchement, c'est pas la particule la plus fine qu'on connaisse. Alors, il veut revenir à l'Élysée, mais alors il y a quelque chose que je comprends pas dans le « je veux revenir à l'Élysée », c'est le « de revenir ». J'ai pas l'impression qu'il y soit allé du tout, moi. Et on est passé de Sarkozy à Macron sans transition. Et alors, Hollande n'a pas été une parenthèse, ni un point-virgule, ni même une faute de syntaxe, ni d'orthographe. Ça a été une coquille. Et en plus, une coquille vide. Telle est la tragédie de Hollande.
Il passe mieux à la télé qu'il ne passe à la postérité. Ah là là. On termine avec Agnès. Agnès Buzyn. Hein. Alors, je vais un peu me moquer d'elle, malgré le fait que je sois favorable au fait que les préservatifs soient remboursés par la sécurité sociale. J'attendais ça un peu comme on attend le Messie. C'est vrai, c'était très étrange que ça ne soit pas encore voté. Le problème, c'est chez le médecin. Le motif sur l'ordonnance. Docteur, j'ai une furieuse envie de baiser. Alors, avec votre femme? Non, plutôt avec une inconnue. Ah, je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Donc, des préservatifs. Mais on peut aller plus loin. Il peut, sur l'ordonnance, être plus précis. Alors, je prescris, en plus du préservatif, 2 levrettes le matin, un missionnaire le midi, une intromission anale le soir, suivie éventuellement avant le coucher d'une petite feuille de rose. Bon, Thierry, je vous laisse parce que je dois aller chez le médecin. J'ai rendez-vous ce soir avec l'une des femmes du public. Si elle veut bien. Au revoir, Yann. C'était Yann Moix qu'on retrouve ici, évidemment, avec plaisir, la semaine prochaine. Et nous, on se retrouve après la pluie pour la suite des Terriens du samedi. Rebonsoir les Terriens du samedi, re-bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon. Laurent Baffy est toujours là. D'émission. Et j'accueille Richard Berry, Fabrice Eboué et Laurie Tillman. Comment ça a été cet escalier, Richard? Oui, bah, ça écoute, va. je crois que je l'ai bien descendu. Tu peux tout jouer, toi. C'est le problème d'ailleurs. Alors bonsoir Richard. Bonsoir. Fabrice, bonsoir Laurent. Alors Richard Berry, 45 ans de carrière, 106 films en tant qu'acteur, 6 films en tant que réalisateur et 40 pièces de théâtre. Et rien n'a marché. Richard Berry, premier prix du Conservatoire à 23 ans. Pensionnaire de la Comédie Française pendant 7 ans. Alors Richard, vous triomphez dans Plaidoirie au Théâtre Antoine, mais à partir du 4 décembre, ça sera au Comédia. Et vous avez déjà réuni 30 000 spectateurs avec Plaidoirie. Alors vous triomphez également, Richard Berry, dans Le Passage d'aspirateur. Vous êtes une star du ménage. J'adore. Ah non, mais il paraît que j'adorais passer l'aspirateur. Ça me fait, ça me console, je veux dire, parce que j'aime pas voir traîner des trucs. Je suis comme vous. Je suis maniaque. Hein. Donc je le fais moi-même, bah, je demande à personne. On pourrait habiter tous les deux, parce que je suis exactement comme ça. Ça fatiguerait l'aspirateur. Hein. Et alors, quand Richard Berry passe l'aspirateur, c'est incroyable. Il écoute ça. C'est autobiographique. Vous avez une jolie femme dont vous êtes épris. Ouais. C'est vrai, hein, vous aimez bien Babazam. J'ai beaucoup aimé cette chanson quand j'étais gamin. Ouais. Je sais que vous l'aimez, c'est pour ça que je vous l'aimais quand vous venez, pour vous faire plaisir. Ah, c'est gentil. Fabrice Eboué, donc après 2 ans, d'absence sur scène, vous avez repris le chemin du one man en début d'année avec Plus rien à perdre, donc à la Renaissance. Et vous après le couscous, la boulette. Et vous remontez donc sur scène au Trianon, donc à partir du 21 décembre. Donc pour les fêtes, vous allez travailler. Et ouais, même le 31. Même le 31, donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire, c'est une bonne idée d'aller voir Fabrice. Alors, les réactions sont incroyables. Alors votre talent, c'est d'aborder tous les sujets, même les plus provocateurs, les plus dangereux, les plus polémiques. Mais là, vous allez très loin dans ce spectacle, vous parlez de votre calvitie. J'ai hésité à faire des implants. C'est très amusant parce que j'arrive à une clinique, je ne vais pas citer laquelle, ils me disent en plus les implants sont parfaits et c'est très discret. Ouais. Et ensuite, ils montraient le catalogue de toutes les people qu'on fait. Ton téléphone, Richard. Non. Si, c'est toi, Richard, c'est dans ta poche. Toi, t'aimes bien dénoncer les juifs, hein. Donc, les implants, vous voyez le catalogue de tous les people qui ont fait des implants. Ce qui est amusant, c'est qu'ils te disent c'est super discret, vous inquiétez pas. Et ensuite, ils te montrent un catalogue avec tous les people qui sont passés dans la clinique pour faire les implants. Donc, c'est moins discret que ça, finalement. C'est là où j'ai vu ta photo. Mais c'est exactement ça.
C'est rassurez-vous, on est très discret. Et il te montre machin. Alors, et voilà. Le spectacle s'appelle Plus rien à perdre. Vous montrez votre calvitie sur l'affiche, mais aussi à tous les gens qui prennent le périphérique. Là, c'est quand même beaucoup plus extraordinaire. Il y a 1,2 million de véhicules par jour. Donc à 3 personnes par véhicule, ça fait 3... Je sais pas, vous ferez le calcul. Ça fait beaucoup de gens quand même. Ouais, non, mais j'avais envie de la montrer. J'avais envie de montrer, voilà, j'ai eu 40 ans, il y a plein de choses qui sont passées dans la vie. Je me suis le meilleur résumé, c'est de mettre sa calvitie. Ça veut dire plein de choses. Voilà. Ouais, bah oui, c'est la preuve que vous êtes sincère au moins. Exactement. Bah oui. Mais c'est une vraie question. Bah oui. C'est une vraie question chez les comiques. On se dit toujours, est-ce qu'on doit faire des implants ou pas? Le comique, c'est avoir du recul sur soi. Ouais. Et je me suis dit, bon, bah, j'en ai jusqu'au bout. Vous êtes le chef de l'autodérision, vous, toujours. Vous avez toujours été. Quand on prétend rire de tout, on commence par soi. C'est une de vos grandes qualités. Alors à la maison, vous écoutez ça. Non, peut-être plus maintenant, mais il n'y a pas longtemps, vous écoutiez encore ça chez vous. J'étais obligé. Voilà, c'est bien ce que je disais. Laurie Tillman, bonsoir. Bonsoir. Alors Laurie Tillman, vous présentez tous les lundis à 20h50 sur RMC Découverte Off-Roads, les routes de l'extrême, une émission dans laquelle vous partez à l'aventure avec une célébrité au volant d'un 4x4. Je vous attends d'ailleurs. Niveau bilan carbone... Ah bah on n'est pas bien. Ah ouais. Ah non, on n'est pas du tout. Non. Non. Non, non, on n'en est pas jusque-là. L'objectif de cette émission, c'est parcourir les routes les plus dangereuses de la planète. Hein. Vous avez fait les Champs-Élysées la semaine dernière? Non. À quelque chose près, on n'en est pas loin, c'est vrai. Il vous reste les quais de Seine avec Anne Hidalgo, là, c'est voilà. extrêmement la dangereux. saison prochaine, voilà. ouais. Alors vous, quand vous faites le ménage, vous écoutez ça. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Oh là là, bonjour à tous. Comment ça va? Mais très bien et vous? Très bien. Attention, attention, jingle. Barry White, bravo Laurent, on m'a fait un point. Et on commence tout de suite par la France. Avec pour la 3e semaine consécutive, et vous en avez parlé, les Gilets jaunes. Ils ont créé une délégation officielle et ils ont publié les revendications. Alors j'ai pu mettre la main sur le calepin où elles sont de manière exhaustive et on va le voir. Les revendications, voilà, Macron démission, Macron démission, Macron démission, comme ça, on est fixé. C'est clair, c'est clair. Évidemment, le président, en réponse aux Gilets jaunes, a tout de suite pensé à créer un haut conseil pour le climat. Autant vous dire que son haut conseil pour le climat, les Gilets jaunes, ils s'en foutent comme de leur première Fiat Punto diesel. Et il a même fait un discours, grand discours. Alors on retiendra évidemment le slogan de son discours. Il est écrit derrière « Changeons ensemble », alors que s'il voulait être tout à fait honnête, il aurait dû mettre ceci « Je suis dans la merde ». Évidemment, les critiques viennent de partout. Même Ségolène Royal demande à Macron de faire preuve de courage et d'un peu d'humilité. LOL. Ségolène Royal qui donne des leçons d'humilité. Hein, c'est Jean Lassalle qui anime une réunion d'alcooliques anonymes. À l'extrême droite aussi, à l'extrême droite, Marion Maréchal, elle a manifesté samedi dernier sur les Champs-Élysées. Alors la pauvre, toute cette violence comme ça concentrée au même endroit, ça a dû lui rappeler les réunions de famille. Notez que l'extrême droite a quand même évolué et il faut le dire aussi, à une époque, les personnes qui portaient du jaune, ils ne les rejoignaient pas, ils les dénonçaient. Donc c'est quand même pas mal. Oh. Côté journaliste, ça chauffe aussi, les Gilets jaunes. Agressés, des journalistes appellent à boycotter le mouvement. Alors, les Gilets jaunes, pas d'inquiétude, si vous nous écoutez, ils ne sont pas encore partis. Vu les audiences que font les chaînes info grâce à vous, ils vont pas boycotter le fonds de commerce. On est tranquille. Qui imagine Bernard de la Villardière demander l'interdiction de la prostitution? Personne. Bah non. Il est plutologue, lui. Il est plutologue. Plus drôle encore, ça je l'ai découvert par la presse, hein, Thierry, hein. Moi je suis pas le genre, mais les Gilets jaunes sont désormais populaires sur
Pornhub. Il y en a qui font semblant de ne pas connaître. Mais normalement, les gilets jaunes, ça les angoisse de faire le plein. Au moins là, ça va les détendre de se vider un peu. Alors voilà, on le voit la vidéo, si vous voulez, sur le site. Il y a une actrice porno qui a fait un teaser, en gilet jaune, où elle bloque un conducteur. Alors en même temps, se faire baiser dans la voiture, c'est un classique du cinéma porno, mais c'est la première fois que c'est par le gouvernement. Donc c'est pas mal, si vous voulez. Allez, on quitte les gilets jaunes en international. En Angleterre, Sotheby's met fin aux enchères de cornes de rhinocéros. Voilà. Enfin. Je sais que ça vous plaît. Alors, rappelons qu'en France, des cornes d'anciennes premières dames sont toujours disponibles en librairie sous le titre « Merci pour ce moment ». Histoire, alors avec cette étude amusante, selon Harvard, l'année 536 était la pire année dans l'histoire de l'humanité, mais heureusement a suivi 537 qui a apporté énormément de bonheur, puisque vous le savez, c'est l'année de la première diffusion de Vivement Dimanche sur la télé française. Salut Michel. Judiciaire. L'affaire Ghosn, alors évidemment, voilà, mariage au château de Versailles, domaine viticole au Liban, le fastueux train de vie de Carlos Ghosn. Oui, alors peut-être qu'il avait un train de vie démesuré, mais rappelons quand même qu'il était obligé de se déplacer en Renault. Donc combat qui compense. Société. Alors le moral des ménages atteint son plus bas niveau depuis 3 ans. Oui, mais bon, personne ne les a forcés à se mettre ensemble aussi. Santé, bonne nouvelle, les préservatifs bientôt remboursés par la sécurité sociale. Et je dois bien avouer que ça m'excite un peu, l'idée que je baise avec vos impôts. C'est pas ça qui va boucler le trou. Santé encore, le cannabis n'est plus une drogue de jeunes. Ça vous étonne qu'à moitié, Thierry Ardisson? Oui, c'est pas une info. On passe à la suivante. Tant qu'on parle de drogue, en Indonésie, des ados se droguent en faisant bouillir des serviettes hygiéniques. Ouais, c'est sans doute la drogue parfaite pour atteindre le nirvana. Hey! J'ai compris. Celle-là, elle est bossée. Elle ne marchait pas avec Tampax. Ça ne marchait pas avec Tampax. Média, Paris Match nous pose cette question. Laurie, ça va vous plaire. Quelle Miss a obtenu la meilleure note au test de culture générale? Et c'est vrai qu'on se le demandait tous un peu. Cela dit, les questions n'étaient pas évidentes. J'en ai une comme ça un petit peu au hasard. Selon vous, la guerre, c'est A, bien, B, pas très très bien, C, pas bien du tout, ou D, très important si le pays a du pétrole? C'est vrai qu'on ne sait pas trop à quoi répondre. T'aurais mis quoi, toi? Moi, j'aurais mis A. Musique, selon la science, Freddie Mercury était le plus grand chanteur de tous les temps. Et selon la science, toujours Christophe Maé est le plus grand système d'alarme incendie de tous les temps. Allez. Et maintenant, culture. Oh! Ça, c'est vraiment des instruments dont je joue le mieux. C'est le gong. Allez, cette semaine, l'artiste de la semaine, c'est plutôt les artistes de la semaine. Auguste et Jean Renoir au musée d'Orsay jusqu'au 27 janvier. Une exposition originale qui met en perspective les œuvres du père et l'influence qu'elles ont eue sur le travail du fils. Alors, on va les voir. Voilà. Alors, à droite, on croit que c'est l'abbé Pierre. Mais non. C'est le père Auguste, l'un des plus grands peintres français, évidemment. Et à côté, c'est Jean, considéré comme l'un des plus grands réalisateurs du cinéma. Alors, on connaît tous évidemment La Grande Illusion, dont le titre n'est pas sans rappeler la carrière de Nicolas Hulot. En tout cas, c'est rare de voir un père et un fils tous deux au panthéon comme ça de l'art. On n'est pas chez Castaldi ici. C'est méchant. Ouais, c'est gratuit. C'est gratuit. Revenons au Renoir. Jean a d'abord été le modèle de son père. On va le voir sur voilà, le tableau magnifique. C'est le petit Jean en train de malaxer un truc tout flasque. Il ne sait pas encore que la prochaine fois qu'il fera ça, c'est au confessionnal. Et plus tard, encore lui, petit Jean qui joue avec des poupées. Résultat, quelques années plus tard, et oui, c'est encore Jean, mais là dans sa période pré-LGBT. Et le père ne peignait pas que son fils, il peignait aussi sa mère. Et moi, je ne le savais pas, ça, Thierry, que la mère de Jean Renoir, c'était Charles Aznavour. Oui. Incroyable. Alors, un des tableaux les plus célèbres d'Auguste Renoir, c'est évidemment le bal du Moulin de la Galette, où l'on voit des Français faire la fête et discuter en plein air. Alors, s'il devait le repeindre aujourd'hui, il y aurait quelques modifs à faire, mais pas grand-chose. Voilà, à peine, vous voyez.
et on est bon. Alors, autre tableau, ça c'est un peu le fantasme érotique d'Éric Nolot, se faire une bonne pipe en lisant le dernier Christine Angot. Regardez comme il est concentré. Et ici, une image très touchante, puisque voilà, ce sont les deux filles de Carlos Ghosn en train de récolter des oranges pour les lui apporter en prison. C'est très mignon. Et la dernière, c'est un lien très fort qui lie Auguste Renoir et son fils. C'est Catherine Essling, dite Dédé, modèle pour Renoir quand elle avait 15 ans. Puis elle épousera son fils, qui en fera son actrice fétiche, et à qui elle donnera un fils. Alors du coup, Woody Allen se dit un peu pourquoi on m'emmerde. Et à juste titre, c'est fou, parce que quand même, le père a trempé ses pinceaux avec cette fille, et après le fils l'épouse. On dirait un peu l'histoire de Carla Bruni avec le père et le fils Enthoven. Alors, allez-y à cette exposition, parce que l'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. C'était Alex Vizorek. On se retrouve ici la semaine prochaine, sur scène à Paris et dans toute la France. Bravo, Vizorek. Et maintenant, c'est l'heure de la promo qui s'affiche, c'est shopping. Alors un artiste, c'est aussi un code barre. Alors Laurie Tillman, c'est à vous là. Allez, on l'enchaîne. Alors vous présentez donc tous les lundis à 20h50 sur RMC Découverte Off-Road, les routes de l'extrême, donc une émission dans laquelle vous partez à l'aventure avec une célébrité au volant d'un 4x4. Le premier numéro, c'était en Mongolie, c'était chez les Mongols. Avec Vincent Lagaffe, c'était une vanne? À quelque chose près, ouais. C'est bien foutu quand même, hein. Alors, le plus extrême dans l'histoire, c'était les routes de Mongolie ou les vannes de Lagaffe? Non, franchement, je l'ai découvert en tant qu'homme plus que dans son côté télé, média. Et c'est ça qui était intéressant et c'est la richesse de ce programme et ce qui la rend unique, c'est que pour le coup, là, tu peux pas tricher. Avec des yaks, t'es enfermé avec Laurie Tillman dans un 4x4, si tu veux. Ouais. Non, bah voilà. Alors, le pire, c'est que c'est elle qui est conduite. Est-ce que c'est comme la caisse de James Bond, il y a un siège éjectable? Non. Non, mais peut-être qu'en saison 2, j'y penserai. En tous les cas, il y a une remorque. Magnéto, Serge. Mais il est malade. C'était l'amour, hein. En fait, c'était moi qui étais sur le ciel électrique. C'est le jingle, ça. Alors Laurie, non, c'est vrai que vous n'êtes pas le genre de Miss France qui a peur de se casser un ongle. Là, on voit d'ailleurs là la vraie Laurie. Aucune hygiène. C'est celle de droite. Mimi Cracra, on m'appelle d'ailleurs. Non mais c'est vrai, c'est votre père en fait qui était militaire. Mon papa était commando marine. Voilà, Mon papa était commando marine et c'est ce qui certainement m'a donné envie de me rouler dans la boue et de lancer des défis toujours plus extrêmes les uns que les autres. Moi, il était gynéco, ça m'a pas donné envie de me rouler. Hein? Chacun ses origines. Ton frère est gynéco. Mon père, mon frère et ma soeur. Ah ouais. Tu te rends compte à quoi t'as échappé quand même? Non mais le parcours du combattant, c'est votre truc, quoi. Non mais c'est vrai. Oui, non mais vraiment, enfin pour le coup, je suis fan des sports extrêmes, de toutes les j'aime bien vivre dans le danger. Dangereusement. Alors bien sûr, le postulat de départ, c'est l'aventure évidemment, mais il y a une promiscuité une fois qu'on est là-dedans, voilà. Et ça crée confidence et émotion. Un petit peu, beaucoup même. Et Vincent Lagaffe en était la preuve. Estelle Lefébure, qui sera l'une de nos invitées aussi prochainement, m'a livré beaucoup de choses. Et non, franchement, c'est une vraie expérience. Lagaffe, par exemple, il parle de la naissance de son fils. Son fils est né le jour exact où lui a été adopté. Voilà, c'est des trucs, évidemment. Il faut être en Mongolie pour raconter ça. Hein. Peut-être pas qu'en Mongolie, mais en tout cas, j'ai réussi à lui faire sortir ça, à 8000 km de la France. Est-ce que quand vous étiez dans la voiture avec Vincent Lagaffe, vous vous êtes dit, qu'est-ce que je fais s'il me met la main sur la cuisse? À aucun moment. Non. Je me suis sentie en danger. À aucun moment, je me suis dit... Non, il m'a plus pris comme sa fille que... Il t'a pas fait bite non. Dans l'émission qui passe lundi soir, vous partez au Maroc avec Gérard Vives. Ouais. Donc je crois que le problème, en fait, ça a été de trouver des célébrités qui n'ont pas grand-chose à faire, en fait. Et puis, il avait le temps. Voilà. Et puis ils sont pas malades en voiture en même temps. Alors, vous êtes vraiment une hit girl. Hein. Vous avez une vie, là, quand on regarde votre Instagram. On regarde.
honnêtement, vous carburez à quoi, là? Je sais pas, je fatigue mes parents, j'ai toujours fatigué mes parents, non, mais je c'est fatigue incroyable. mes potes. Non, mais qu'est-ce que... Non, sérieusement, on prenait un truc, non? Eau chaude, gingembre et jus de citron pressé le matin. Ça fonctionne, hein? Ah bah, apparemment, mieux oui. que la cocaïne, visiblement. Oui. T'as vu, Richard? Non, mais... Ouais. Faut suivre, Ouais, hein. essayer. Cocaïne, Richard, tout de suite. On est de la même génération. Alors, bon, ça, c'est le bon côté, hein, franchement. Oula, il y a des mauvais? Bah, il y a un truc, là, magnéto, ça. Qui te donne du plaisir, nos jeux seront énormes. Si t'es ton désir, plus rien pour une autre étincelle. Je sortais du concert de Céline. Pour que tu m'aimes. Je sais pas, le bout de temps, je crois. Alors là, j'étais complètement bourrée. Voilà, là, on vous demande pas ce que vous avez pris pour le coup. C'est pas de l'eau chaude avec du gingembre, là. Non, mais je sortais du concert de Céline. J'avais bu quelques petites coupettes. Et puis voilà, j'étais heureuse. Et... Alors, est-ce que Juan, Juan. est-ce qu'il a vu cette vidéo? Oh. Qu'est-ce qu'il est beau, c'est dis lui donc. qui la filme. C'est Non. lui qui me filme, ouais. Ah non. Donc il est au courant. Il est au courant. Et il vous aime toujours. Il adore. Il adore Ah. le chanson. Voilà. Non, mais c'est l'amour. L'amour vente aveugle et rend four aussi, on devrait dire. T'as vu le pognon, ça c'est sa baignoire. Bah, il y a une question que je me pose toujours à son sujet, c'est pourquoi à chaque fois qu'on le voit en photo, il porte des cagettes? Parce qu'il aime cuisiner. Oui, c'est un homme Ah. qui cuisine. Il y en a qui passent l'aspirateur, le mien cuisine. Ouais, Voilà. non, c'est bien. Parce donc qu'il n'y a pas un cajot, c'est pour une frustration. C'est une bonne vanne. Donc vous avez rien à faire, en fait. Il est chef. Bah, Je sais, c'est son il a métier. ouvert un restaurant. Ouais. Et non, de toute façon, j'ai rien à faire et surtout, je sais très mal cuisiner. Mais il est tombé amoureux de moi quand même grâce à mes crêpes bretonnes, parce que les crêpes bretonnes, les galettes bretonnes, je les maîtrise. Ah ouais. Et c'est comme ça. J'ai sorti le bilic de ma mère que j'avais jamais sorti de ma vie, du grenier, clac, je l'ai posé dans le salon, j'ai fait des crêpes et c'était bon. Et depuis, je n'ai jamais plus cuisiné. Et depuis, ça dure. J'ai même pas le droit. Ah, ça fait combien de temps? Plus de 3 ans. Eh, dis donc, ça. C'est un record pour vous, non? Ah ben si. C'est vrai. le plus longtemps, 3 ans, là. C'est vrai. Moi, j'en suis à 9, je vais Ouais. vous dire, voilà. Oui, mais 3 filles différentes. Non. Alors, cette année, donc, le jury Miss France est 100% féminin, vous êtes au courant? Oui, j'en fais même partie, alors. Ah, je sais, plus mais qu'au donc, courant. 100% féminin, donc c'est des femmes qui vont juger des femmes. C'est pas un jury anti-homme, hein. C'est juste des femmes qui vont juger des femmes Y a plus de au mecs. nom des femmes. Ben, pas cette année, mais faites une pétition, peut-être qu'il y aura Non, je un fais jury pas 100% homme l'année prochaine. Je pense que Foucault en femme, ça va être bizarre quand même. Hein. Je dirais pas ça. Il est pas mal, finalement. J'étais sûre que ça allait lui aller à merveille. Et voilà, on se retrouve après la pub pour la suite des Terriens du samedi. À tout de suite. Bonsoir les Terriens du samedi. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon en compagnie de Richard Berry, Fabrice Eboué, Laurie Tillman et Laurent Baffy. Macron démission. Et maintenant, c'est l'heure de l'Hardy Quiz. En hommage à Laurie Tillman. Ah bon, déjà Il nous a À quittés trop 27 tôt. ans, mon Dieu. Si j'avais su que ça arriverait si tôt. On va faire un Hardy Quiz vrai-faux spécial Miss. Oh. Alors, testez votre buzzer déjà. Comme vous. C'est moi qui le fais. Juste rigolo. Carlos. Évident. Parfait, je crois. Très bien. Alors, le gagnant aura droit à vivre quelques secondes comme une superstar. Je vous en dis pas plus. Première question. En Angola, il existe un concours Miss Unijambiste dont la gagnante remporte une prothèse. Juste rigolo. Ouais, tant qu'il y a eu la guerre là-bas, j'irais vrai. Bravo. Et voilà. Monsieur Eboué marque un point. C'est des femmes qui ont été blessées par des mines antipersonnelles, absolument, et c'est comme ça. Mais si elles n'ont pas les deux jambes, elles peuvent jouer quand même, ou on leur dit... Elle gagne une caisse à savon. La ville de Chauvigny, en Bourgogne, organise chaque année le concours de Miss Chauve, dont la 23e édition sera présidée par Fabrice Eboué, évidemment. Évidemment. Ah, c'est faux, moi je sais. Et voilà.
En Russie, il existe une élection de Miss Hitler pour laquelle les Miss sont invitées à prouver leur dévotion au Troisième Reich. Faux, c'est faux, c'est vrai. Ah, c'est vrai alors. Avec ta tête, c'est vrai. Non, c'est vrai, bien sûr, c'est Non, vrai. c'est vrai. Ouais. C'est un concours qui a été lancé sur Facebook russe. Évidemment, il y a eu une polémique incroyable, mais c'est... Oh, ça reste bon enfant. À Marseille, il existe une élection Miss Cagole, au cours de laquelle les participantes doivent porter une jupe léopard, des talons plateforme et un maquillage extravagant. C'est vrai, non? C'est vrai? Alors, je sais pas si la jupe léopard... Enfin, quoique, je pourrais m'en présenter, du coup. Ah oui, t'es habillée en cagole, là. Je suis la nouvelle présidente du jury. Chaque année, Reporters sans frontières organise un concours de Miss Reporter qui récompense la journaliste la plus courageuse cette année encore. C'est Anne Niva qui a remporté le prix. Je dirais faux, parce que la dernière émission que j'ai faite ici, c'était avec elle, et ça s'est pas super bien passé. Putain, il est... Ah, perspicace. Avec Ramsey. Oui, parce que Tom Villa avait oublié de dire qu'elle était grand reporter de guerre. Et ça l'avait tué, alors que Anne Niva est grand reporter de guerre, vous le savez quand même. Grosse casse-couille aussi, une grande reporter. Au Brésil, il existe un concours de Miss avec des couilles qui permet aux transsexuels de participer. Alors... Non, ça s'appelle pas comme ça. J'ai peut-être répondu trop vite, mais il me semble qu'il y a un concours de transsexuels Oui, mais c'est... au Brésil. Non. Non? Ah bon, alors autant pour moi. C'est en Thaïlande. Ah. C'est Miss Glotte. Miss Pomme d'Adam. Attention. L'une des bonnes réponses au test de culture générale du concours Miss France en 2016 était Kenji Girac. Moi, je pense que si. Moi, je pense que si. C'est vrai. C'est vrai? Ouais. Voilà, Bonne vous voyez le réponse de niveau. Laurie. Alors, il existe un jeu vidéo, Deviens Miss France, pour apprendre à se maquiller, à défiler et à faire des discours comme les Miss France. Il l'a. C'est vrai, je l'ai acheté à mon Ouais. fils. C'est vrai. Qui a gagné? Fabrice Eboué. Oh là là! T'as rien à perdre, mais tu n'as pas tout perdu. Alors maintenant, on va passer donc effectivement à la récompense. Donc tu vas regarder ta caméra. Une pause par des clics, tu es prêt? Quand vous voulez. Sois drôle. Attention, Emma. On continue avec Shopping, la promo qui s'affiche. Richard Berry, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez déclaré, Richard Berry, la promo ne sert à rien. Magnéto, Serge. C'est dur de faire la promo? Non, Dis la ça vérité. dépend. Est-ce que c'est pas dur d'aller dans des télés, Écoute, je vais te d'attendre dire pendant très une heure, franchement, toute la faire de la promo, c'est pas ce que je préfère, non, c'est vrai. Très sincèrement, je n'aime pas faire de la promo, c'est vrai. D'autant plus que je suis convaincu que ça ne sert absolument à rien, en fait. C'est une espèce de certitude que j'ai qui fait que j'ai trop confiance dans les spectateurs pour ne pas me dire que, quel que soit ce que je pourrais leur dire sur le film ou ce que je pourrais te raconter ou vous raconter, ils iront voir un film, s'ils ont envie d'aller le voir, ils n'iront pas le voir s'ils n'ont pas envie d'aller le voir. Et voilà, Richard Berry déclarait en 1987, la promo, ça ne sert à rien. Moi, je trouve que vous êtes vraiment amélioré en promo. Ah bon? Ah ouais, ouais. Même en tout, en tout. En tout, oui. Mais en Ouais, promo, c'est non, mais en sympa. promo, vraiment. Maintenant que vous jouez en plus des plaidoiries sur scène, vous êtes encore plus fort en promo parce que vous défendez. Sauf très en bien. affiche, où il y a peut-être un petit souci. Ah bon? Ah non, elle est belle celle-là, arrête. Elle est magnifique. la Ah pièce. ouais. Alors la pièce est un gros succès. Hein. Oui. 30 000 spectateurs. Ah oui, hein. par jour, même plus maintenant. Au théâtre Antoine, qui est quand même pas non plus
C'est pas Bercy, le théâtre Antoine. Hein. Oui. Alors, donc, vous avez été nommé au Globe de Cristal comme meilleur comédien. La pièce a été nommée au Globe de Cristal comme meilleure pièce. Vous n'êtes pas à l'abri de ramasser un Molière, Richard, vous savez ça? Je sais pas, ça m'étonnerait quand même. Hein. Pourquoi? Parce que, je sais pas, j'ai toujours été un peu à l'écart de ces récompenses, moi, mais que là, ce soit les Molières ou les Césars. Dans le doute, achète-toi une étagère. En tous les cas, c'est parfait. Vraiment, vous faites... Alors, la pièce, donc, c'est Plaidoirie, donc, de Mathieu Aron, tiré d'un livre, d'ailleurs, où il a regroupé toutes ces grandes plaidoiries. Donc, désormais, à partir du 4 décembre, c'est au Comédia. Vous êtes seul en scène. Vous reprenez des grandes plaidoiries qui ont marqué l'histoire de la justice, et on peut dire aussi l'histoire de France. Il y a Maître Henri Leclerc, évidemment, l'affaire qui a Courgeot. défendu Courgeot, et qui a introduit cette idée du déni de grossesse, en ça, fait, voilà. parce que jusque-là, on disait qu'elle a tué ses enfants. Et là, c'est le déni de grossesse, c'est très intéressant. Oui, parce il apporte un nouveau regard. C'est ça que je trouve magnifique chez Leclerc, c'est que tendrement, gentiment, il commence à expliquer comment ça peut se passer dans la tête de cette femme. C'est étonnant. Et qu'on s'identifie au bout d'un moment, et qu'on se met à sa place, et qu'on commence à comprendre que, voilà, il ne s'agit pas d'un crime crapuleux, il s'agit simplement d'une maladie. Déni quoi. de grossesse, Voilà. absolument. Donc, il y a la plaidoirie de Maître Zawi aussi, l'accusation de Papon, donc crime contre l'humanité, crime de bureau. Crime administratif, oui. Crime administratif. Ouais. C'est un crime qui passe de main en main et qu'on se transmet. Voilà, mais personne n'est vraiment responsable. Voilà, personne n'a de Paul sang sur Lombard, les mains. l'affaire Christian Ranucci, l'histoire du pullover rouge. Donc là, c'est aussi terrible parce que, en fait, à l'époque, tout le monde accusait La peine de mort, bien sûr, Ranucci, évidemment, c'est sur la peine de mort. Ouais. Et il y avait énormément de doutes sur sa culpabilité. Et c'est ça qui est terrible, c'est que dans le même temps, quasiment à quelques mois près, on pourrait dire, puisque dans la même époque, il y avait l'affaire Patrick Henry, dont on est sûr de la culpabilité, et que Badinter a sauvé la tête d'un coupable, mais que Lombard n'a pas réussi à sauver la tête de Ranucci, sur lequel il y avait énormément de doutes. Alors, il y a la plaidoirie de Mignard qui défendait les familles de Zied et Bouna, donc c'était des mecs, tout le monde se souvient de l'affaire, qui s'étaient réfugiés dans un transformateur. Voilà. Et là, c'est incroyable, c'est-à-dire que le flic, il les voit se réfugier dans le transformateur, mais il les prévient pas, eux, qui sont en danger. Alors qu'ils sont à quelques mètres de lui. Il prévient ses collègues. Voilà. Il prévient ses collègues, il appelle du renfort, il crée une atmosphère de silence pour déceler leur présence, pour les traquer, pour les arrêter, pour les surprendre, pour les interpeller, mais en aucun cas pour les prévenir du danger. Il les laisse pénétrer dans ce transformateur. Où ils sont électrocutés, évidemment. Et le troisième, Mouhittin Altoun, qui est grièvement brûlé aujourd'hui. Et qui racontera d'ailleurs ce qui s'est réellement passé, absolument. Il y a la plaidoirie d'Isèle Halimi sur l'avortement qui est impeccable. Mais ce qu'il y a de terrible avec cette plaidoirie, c'est que les mots résonnent toujours d'une façon extrêmement actuelle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles ont du sens. Il y a des gens d'abord qui considèrent que l'avortement, c'est un crime. Oui, il y en a toujours. Voilà. Et donc on entend ça en se disant, non seulement la position sur l'avortement, mais aussi la position de la femme dans la société, elle n'a pas beaucoup évolué entre la plaidoirie de Gisèle Halimi et aujourd'hui. Elle est venue vous voir, Gisèle Halimi. Oui. Alors, au Comédia, en plus, vous faites une plaidoirie supplémentaire, donc c'est celle de Philippe Lemaire, l'avocat de la famille Erignac, lors du procès Colonna. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est des plaidoiries, ça n'a jamais été enregistré, parce qu'on n'a pas le droit de les filmer. Donc, si on veut vraiment les voir, la seule solution, c'est d'aller voir Richard. On regarde à quoi ça ressemble, Serge. Je vous demande l'impossible, parce que l'impossible me paraît juste, tout simplement. J'ai toujours considéré que le métier d'avocat était une collaboration à la vérité. Certes, difficile parfois, mais souvent, non coupable. c'est nous qui avons raison. Quelle est l'idéologie? N'écoutez pas non plus la rumeur ignoble. N'écoutez pas l'opinion publique qui frappe à la porte de cette salle. Elle est une prostituée qui tire le juge par la manche. Il faut la chasser de nos prétoires. Car lorsqu'elle entre par une porte, la justice sort par l'autre. Pardonnez-moi, messieurs, mais j'ai décidé de tout dire ce soir. On cherche peut-être à éclairer les faits d'une façon différente. Mais on cherche d'abord à s'approcher de la vérité. C'est remarquable. Alors, je vais vous dire, Richard Berry en avocat, c'est une évidence. Je pense que vos parents avaient raison. Je
pense que vous auriez fait un avocat incroyable. Vous faites une performance vraiment étonnante. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que vous êtes tout seul. Oui. Et vous parlez du plaisir d'être seul, de ne pas avoir à cohabiter avec l'ego, parfois surdimensionné, évidemment, de certains partenaires. La personne vous fait chier, là. Non, c'est-à-dire que là, je n'ai affaire qu'au mien d'ego, si vous voulez. Mais là, je rejoins parfois le parcours que fait Fabrice et de certains humoristes. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est agréable de s'en prendre qu'à soi-même, et surtout de faire fonctionner les choses avec sa propre énergie. De ne pas partager la caisse. À dépendre des autres. Ouais. Voilà. Alors, vous avez déclaré « J'arrive à dire à travers les mots des autres ce que je n'arrive pas à dire moi-même. Je suis plutôt réservé et timide. » C'est vrai, on vous connaît, vous n'êtes pas non plus pas super expansif, quoi. Non. Sauf le jour où vous avez fait ça, Serge. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous étonne, Richard Berry, qui mange un Sveltes? Un homme n'aurait pas le droit de manger un Sveltes, et pourquoi? C'est frais, onctueux, plein de fruits. Vous me croyez pas? Goûtez-le. Voilà, donc ça c'était une époque que tu n'as pas connue. C'était les années de Provoque. C'était de Richard Berry. C'était l'époque où Richard n'hésitait pas à manger des yaourts à la télévision. Heureusement, vous êtes... En plus, il l'a fait bénévolement, on peut le saluer. Ouais, puis c'est vachement assagi, 2 années de heureusement. suite, bénévolement. Mais c'est dingue, parce que moi, chaque fois que je mange un yaourt, je pense à vous. Ça va? Non, mais c'est vrai, vous avez marqué l'histoire du yaourt en France. Et on sent l'influence de la comédie française, là. Ah bah oui. Mais, sérieusement, Richard, est-ce que vous pensez que ça aurait eu le même impact avec de la compote? Ça, c'est une vraie question de fond, bravo. Ce n'étaient pas des yaourts n'importe lesquels, c'était les Sveltes. Oui, c'était des yaourts pour devenir mince. D'habitude, c'est les femmes qui faisaient ces pubs. Et vous avez beaucoup fait avancer la cause de l'égalité homme-femme. Voilà. C'est un pavé dans la mare du machisme. Non, mais attends, le mieux, c'est quand il a fait la pub pour les tampons. Où là, vraiment... Il y a d'autres trucs que vous mangez comme ça qui pourraient étonner les gens Ça vous étonne, Richard Berry qui mange des œufs au plat ou je sais pas. Non, je sais pas, des haricots verts. Richard Berry qui mange un saucisson, là, c'est... Là, je dois dire, là, oui. Il y a tout un truc à faire avec... Ça vous étonne, Richard Berry, par exemple, dans la pièce que vous faites en ce moment, ça vous étonne, Richard Berry en robe, par exemple, ça aurait été formidable. Alors donc, ça s'appelle Plaidoirie, c'est à partir de mardi. Ça vous étonne, Richard Berry, qui joue un mardi? Alors, il y a Plaidoirie, il y a aussi, vous faites la mise en scène de L'Ordre des choses, avec Gérard Darmon, Vincent Dezania et Pascal Louange à la Michaudière. Ouais. Elle est bien, cette Pascal Louange. Hein. Elle est sublime. Ouais. Je l'aime énormément. Ouais, ça se voit. Hein. Non, c'est ma femme. Je sais. Alors, un artiste, c'est aussi un code barre. Fabrice Eboué, rebonsoir. Alors bien entendu, on va parler du spectacle. Plus rien à perdre. Au Trianon à partir du 21 décembre et pendant toutes les fêtes, donc avant une tournée évidemment dans toute la France. Mais avant de parler de votre spectacle, je voulais m'arrêter sur une vidéo qui a vraiment fait le buzz. On regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. Bonjour à tous. Non, juste cette petite vidéo pour dire qu'il y a un vrai problème avec notre président de la République. Là. C'est-à-dire que dès qu'il voit des noirs, il s'émoustille, quoi. Dès que c'est des noirs torse nu. Ça a commencé à la finale de la Coupe du Monde, là. Il était dans le vestiaire avec les joueurs noirs torse nu. Et le mec a pété un plomb. Tu vois, il était là, limite, il dansait le dambolo, quoi. Il était là... Il y a un problème, là, vraiment. Et là à Saint-Martin, tu vois, il est avec le mec, il dit « Oh, t'es costaud, toi, tu devrais faire du bâtiment. » Qu'est-ce que c'est que cette... Et puis il le tâte, tu sais, qu'est-ce que c'est que cette histoire, monsieur le président de la République? Vous avez trop regardé Casse Départ ou quoi? Moi, je le dis, d'ailleurs. J'étais à l'école avec Macron, hein, vérifié, j'étais à la Providence, à Amiens, et je me rappelle, dès qu'on était dans les vestiaires en cours de PS, dès que j'étais torse nu, tout de suite, il s'émoustillait, il venait vers moi, comme ça, je dis, mais laisse-moi, Emmanuel, va voir la prof de français, quoi. Il y a un problème, mais c'est une aubaine pour nous les Noirs. Hein. Il y a un mouvement qui peut se mettre en marche. Si vous avez une demande au président de la République de logement, de boulot, que vous êtes noir, allez demander torse nu. Il va s'émoustiller, c'est gagné, quoi. C'est un mouvement qui va naître. Il y a eu les sans culottes, il va y avoir les sans t-shirts, quoi. Des noirs torse nu, tu vois, qui demandent, comme voilà. Alors bravo.
Je vous ai déjà fait une vidéo sur Hidalgo. Oui, à Elles l'époque, sont la bien journée vos sans voiture, vidéos, mais ouais. apparemment, Emmanuel Macron est beaucoup plus sympa avec les noirs torse nu qu'avec les blancs qui ont des gilets jaunes. Ouais, les gilets jaunes, c'est pas la bonne couleur. En ce Alors moment. vous étiez à la même école alors, à la Providence? On était tous les deux à la Providence, on est en 77 tous les deux, donc on aurait pu se croiser, sauf que je crois qu'avec le nombre d'années d'avance qu'il avait et moi de retard, je devais être en 6e, il était en seconde, mais sinon on aurait pu se croiser. Mais alors s'il vient vous voir un jour sur scène, va vous demander d'être torse nu, non? Et je sais pas. Ce qui est amusant avec toutes ces vidéos, malgré tout, ça nous échappe totalement, c'est récupéré politiquement à chaque fois. Ah ouais. Donc il y a les pour qui sont un peu, qui montent au créneau, les contre qui remettent sur leur site. Et moi j'ai été un peu dépassé parce que il y a des gens qui te klaxonnent dans la rue, qui disent ouais, tous avec toi, Fabrice, allez Marine. T'es là, non, en fait c'est juste voilà. Ouais, d'accord. Mais c'est assez intéressant de voir la façon dont on s'est récupéré à chaque fois. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Ouais. Vous êtes ici ce soir pour Plus rien à perdre, donc au Trianon à partir du 21 décembre. Plus rien à perdre. Même pas quelques kilos. Ah non, là Thierry, franchement. C'est vrai. Par rapport au dernier spectacle, C'est et de vrai. spectacle en spectacle, c'est le 3e, C'est un vrai. peu médiatisé. Non, mais je suis d'accord. Je m'affine. Il y a eu un effort. Ouais, exactement. Merci Richard. Ben oui. Ça vous étonne un noir qui mange un yaourt? Mais je me souviens que Ruquier vous appelait Boubounet à l'époque. Ouais, c'est vrai que j'étais plus bouboule. C'est gentil. C'est gentil, c'est mignon. C'est affectueux. J'ai eu tout. Hein. Moi, j'ai fait les écoles privées catho. J'étais le seul petit noir à chaque fois de l'école. C'était en pleine période Arnold et Willy. Ah oui, vous appelez Arnold et Willy? Même pas Arnold ou Willy, c'était Arnold et Willy, effectivement. Et Willy, ouais. d'accord. Alors, vous tirez sur tout ce qui bouge dans votre spectacle, sur MeToo, sur les écolos. Vous dites que les écolos, c'est pire que Daesh? Non, c'est pas ce que je dis. J'ai fait cette vidéo, effectivement, à l'époque, sur Anne Hidalgo pendant la journée sans voiture. Et là, effectivement, les écolos me sont tous tombés dessus sur les réseaux sociaux. Mais j'ai eu des trucs d'une violence inouïe. Il y a un mec qui m'a mis « Ouais, bah si t'aimes pas Paris, t'as qu'à rentrer à Fort-de-France. Ah ouais. Mon père est camerounais, quand même. Donc, C'est une méconnaissance totale de la géographie, déjà. Et c'est que des conneries comme ça que j'ai eu. Donc, Ouais. je reviens en déconnant un peu sur Bah les oui, trucs bien très sûr, virulents. bien sûr. Mais on parlait des homos aussi. Je parle pas des homos, je parle. J'ai un passage où je parle de la capacité de rire de soi. Je faisais une émission télé, j'avais fait une émission télé, je me rappelle plus laquelle c'était. Je faisais un sketch l'après-midi que je devais faire le soir. Je le répétais, je répète le. Et en gros, la chute du sketch était un peu difficile. C'était parce que, comme on le sait tous, les homosexuels ont tous le sida. Ouais. Bon. Je l'avais écrit avec texte à l'époque. Et là, j'avais cette chute qui était très violente. Là le producteur me convoque dans son bureau et me dit « Tu changes de chute ». Je lui dis « Pourquoi ? C'est une façon de dénoncer les clichés ». Il me dit « Non, tu changes, tu fais pas l'émission ». Je reviens, on répète, et je finis en disant « Parce que comme on le sait tous, les Africains ont tous le sida Ouais. ». Et là, il me fait « Voilà, là, ça c'est drôle, Fabrice. Vous parlez des musulmans aussi. Non, je parle pas des homos, des musulmans, là, ça va faire un peu... Non, quand je dis je parle des musulmans, je parle de mon couple mixte, effectivement. Ouais. Mon fils qui a 3 ans, je l'ai eu avec une femme donc, qui est d'origine marocaine, musulmane. Et j'explique qu'en 2015, avec toutes les histoires d'attentats, etc., on était tous un peu parano. Et moi, j'étais parano dans mon couple. Ouais. Et un jour, par exemple, elle avait ramené une petite mosquée en terre cuite, vous savez, du Maroc, vous mettez ça sur les étagères. Elle met ça dans la chambre de mon fils. Et je lui dis, je croyais qu'on était un couple laïque. Elle me fait, oh, ça va, c'est juste une mosquée de décoration. Du coup, le lendemain, elle vient me voir, elle me dit « C'est toi qui as mis un cochon devant la mosquée ?» et je lui dis « Ouais, c'est une tirelire de déco, voilà. » Mais je reviens sur toute cette partie de 2015 où on était devenus tous un peu parano sur le moindre truc. Il y a un truc très drôle, c'est que pour l'accouchement, vous dites « J'ai choisi un docteur qui s'appelle Lévy. Comme ça, on est sûr qu'il ne se passera rien entre eux. » Ouais, je sais pas si vous avez les images, effectivement. Non, on a d'autres images que j'adore. C'est quand vous parlez des véganes. Magnéto, Serge. Nous, on a une nourrice végane à un moment pour mon fils. Elle lui faisait que des fruits et des légumes écrasés. Un jour, je dis, c'est sympa, mais faudrait des yaourts aussi. Elle me fait, ah non, moi, rien qui provient de la vache. Je dis, vous peut-être, mais mon fils, si. Elle me fait, bah, votre femme a qu'à faire des yaourts avec son lait. Je fais, oui, et puis moi, je fais des petits Suisses. Ah, les véganes, c'est-à-dire le concept des véganes, c'est tous les êtres vivants se valent. En gros, un végane, il est au bord d'une rivière, il y a un castor et un petit garçon en train de se noyer, il hésite, il est là... Ah, me dis pas un homme égal à une huître, mais même l'huître, elle s'en fout d'être bouffée. Tu crois que t'as des huîtres au réveillon qui font semblant d'être mortes pour pas être mangées ? Surtout quand ils te mettent le citron dans la gueule, tu ne te rétractes pas. Eh ben tu souffles, tu... Je sais pas si je vais y arriver. Arrête de chialer, on dirait une moule. Hey. Vous êtes bon quand même. Ça, c'est très drôle. Ça va sinon?
Ça va bien, Thierry. Vous êtes célibataire, alors? Je suis séparé depuis peu. Vous voulez passer une annonce, là, parce que ça marche. Hein. D'abord, je suis retourné en boîte de nuit, là, il y a peu. Mais on peut plus fumer dans les boîtes. À 40 ans. Ah, mais lui, il veut baiser, il veut pas fumer. Là. Tu sais ce qui s'est passé, ce qui est vachement intéressant, les boîtes de nuit, en 2018, t'as les premières filles qui sont nées en 2000, ça y est, qui ont 18 ans. Et jamais dans ma vie, j'aurais pensé me retrouver en boîte de nuit avec quelqu'un né dans un autre siècle que le mien. Tu vois c'est comme si moi j'étais en boîte à la fin des années 90 avec mes potes, là, dit tiens, c'est pas Victor Hugo là-bas. Tu vois, c'est assez extraordinaire. Donc il y a des filles très jeunes en boîte, effectivement, donc j'ai arrêté les boîtes. C'est quoi tes critères alors? Et alors mes critères, c'est très important. Je veux une fille qui, bizarrement, parce que j'ai un enfant de 3 ans et je m'entends très bien avec sa mère, mais elle n'avait pas le permis de conduire et ça m'a fatigué. Donc je cherche juste une femme qui a le permis de conduire. Ben voilà, ça peut se trouver. Bah, ça peut se trouver peut-être, je sais que c'est pas évident. Et maintenant, on termine avec, vous l'avez, je suis sûr, sur le bout de la langue, le blind test. Alors ce soir, c'est compliqué, hein, c'est sur les homonymes. Alors, quand vous trouvez la réponse, ce qui peut arriver, il faut en même temps donner un homonyme. Chuck Berry, par exemple. Richard Berry. Voilà. Alors, si vous trouvez l'homonyme, évidemment, vous marquez 2 points, je le dis en régie. C'est 2 points quand on trouve... voilà. Et alors, le gagnant, lui, il devra célébrer sa victoire. Je vois Richard Berry qui est d'accord déjà. Comme un joueur de foot qui marque un but. Et on regarde parce qu'on a un top 7 des gens qui ont gagné Magnéto Serge. La semaine prochaine dans le top 7. Richard, vous avez vu? Vous avez déjà vu un match de foot. Ça fait envie, hein. Je sais, attention, branchez la guitare. Branchez la guitare. Oh putain. Entonner le tambour. Moi, j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. Musique. François, oui, François. Il a dit François. Ah merde, moi j'ai appuyé sur le truc. Ouais, donne-moi... Frédéric François. Frédéric François. Frédéric François, t'as marqué 2 points. Laurent, souffle comme ça, il sera obligé de faire les célébrations. Bonne idée. Musique. Berger. 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 Bâton de Berger. Je sais pas. Oh là là. Bâton de Berger. Non. Pierre Berger. Voilà. Oui. Donc, 1 point pour Berry, 1 point pour Eboué. Musique. Robbie Williams. Ouais. Serena Williams. Ouais, voilà, bravo. Voilà, vous avez tout compris, mon cher Eboué. Vous dites Robbie Williams et après vous dites... Serena Williams. Vous auriez pu dire Robin Williams, ça aurait marché aussi. Ouais, voilà. Je cite les miens d'abord. Ouais, d'abord, ouais, bien sûr. Communautariste. Donc, Non, il a surtout une super bonne vue. Hein. Il a vu sur quoi? Bah, sur votre fiche. Non. Ah, on peut pas balancer que les juifs, on peut balancer les noirs aussi. Musique. Louis Armstrong, Lance Armstrong. Ouais, putain. Ce qui est génial avec Richard, c'est que Baffy lui donne les réponses, mais il ne les dit pas. Non, mais il a peur d'être obligé de... Attention, musique. Est-ce qu'on fait les Winter? Le début. Will Smith. Ouais, qui? Patti Smith. Ouais, putain. C'est la première fois qu'on le fait comme ça, le blind test, et je trouve que c'est très intéressant. Pas mal. Musique. Richard.
C'est l'amont. Oui, alors. Jean-Pierre Aumont. Non. Toutankhamon. Toutankhamon. Vas-y, Richard. C'est l'amont. Toutankhamon. Non. Oh, Hamon. De gauche. Là, c'est grave. Là, c'est grave pour Benoît Hamon. Ah, Benoît Hamon. Ah oui. Le mec est de gauche. Le mec est de gauche. Oui, non, non. Et il sait pas dire Benoît Hamon. Non, ça il en sait pas dit dire. long sur l'état de la gauche, quand même. Hein. Bon. Et là, mes enfants, Je ne réponds plus de rien. c'est le super banco. Attention, vous êtes prêts là? Il faut être hyper concentré là. Attention, musique. George Michael. Ouais. Franck Piquet. Franck Piquet. Ouais, bravo. Oh là là. Il a dit exactement ce qu'il y avait sur l'affiche. George Michael, Franck Michael. Bravo. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Attention. Des implants. Emma. Voilà. Là, vous êtes dans le top 7. Hein. Ça vous étonne, un noir qui marque un but? Voilà, c'était les terriens du samedi avec Michel Drucker, Richard Berry, Fabrice Eboué, Laurie Tillman, Laurent Baffy. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. À demain, 18h45 pour les terriens du dimanche avec Nicolas Dupont-Aignan et Philippe Manœuvre. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.